tu vas... Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies. Bonsoir amis sportifs, bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est une nouvelle édition de la Nuit du Sport qui démarre à l'instant sur STV comme tous les mercredis soirs. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'athlétisme, notamment avec la 27e édition de la course de l'espoir qui a eu lieu le week-end dernier du côté de Boya dans la région du sud-ouest. Évidemment, les vainqueurs sont connus et après il y a eu le débrief. Il sera donc question de voir un peu les grandes leçons à tirer après cette course et se projeter sur les futures compétitions programmées au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Également au menu de cette émission du football avec tout ce qui tourne actuellement autour de cette discipline. Vous avez sans doute vu ces derniers jours aussi cette polémique-là suscitée par la décision du ministre des Sports de maintenir le sélectionneur des Lions indomptables Antonio Conceição à son poste, alors que le Cameroun sortait évidemment de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée le 6 février dernier dans notre pays. Nombreux sont ceux qui ont estimé qu'il fallait le remplacer. Là, le ministre a fait sa sortie récemment. Du côté de la Fédération camerounaise de football, la sortie n'a pas été appréciée. La fédération qui rappelle que ça lui revient, c'est de sa compétence justement de juger du maintien ou non de la résiliation du contrat du sélectionneur. Que disent exactement les textes à ce sujet? On va en parler dans cette émission. Il serait aussi question du foot professionnel avec le championnat qui est annoncé bientôt dans quelques semaines. Et entre-temps aussi, le président de la Fédération camerounaise de football appelle à la table des négociations les membres de l'AG de 2009 demain, jeudi. Que peut-on justement attendre d'une telle rencontre? C'est l'une des problématiques au menu de cette émission. En plateau ce soir, Serge Kamdem-Kwam, qui est le vice-président de la Ligue de l'Ouest du Littoral, est avec nous. Serge, bonsoir. Bonsoir, président. Salut Lydie, je te rappelle que je suis le premier sur la Ligue régionale de l'Ouest. Oui. Voilà, donc au nom de cette grande famille qui vit dans une certaine cohésion, je salue tous les téléspectateurs, je salue tous les panélistes et je nous souhaite bonne émission à tous. Notre confrère Sylvain Kwambi est avec nous ce soir. Sylvain, bonsoir. Bonne année, mes meilleurs voeux et Tesra. Merci Lydie, bonsoir à vous. Bonsoir à tous les membres du panel, particulièrement à Serge et Yves, que je retrouve avec beaucoup de plaisir sur un plateau de télévision. Bonsoir également à tous vos téléspectateurs. Yves Désiré Kwala, bonsoir. Vous avez pu récupérer quand même après la grosse compétition qui s'est déroulée le week-end dernier? Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. Oui, c'est vrai qu'après la semaine qu'on a eue, parce qu'après ça toute une semaine qu'on a eue, il va bien falloir récupérer. Mais non, on a tellement d'échéances qu'aujourd'hui on n'est plus à l'ère du repos. On essaie de récupérer tant bien que mal pour avancer. Oui. En tout cas, avec vous, on va évidemment revenir sur la 27e édition de la course de l'espoir. Mais avant la pause actu ce soir, nous amène tout d'abord Serge Kamdem-Kwam du côté du Sénégal. Le Sénégal où il y a eu lieu hier, notamment cette cérémonie d'inauguration du nouveau stade, le stade baptisé le stade Abdoulaye Wade, qui a été inauguré en grande pompe. On va avoir quand même quelques images de cette cérémonie. Était également le président de la Fédération camerounaise de football qui a fait le déplacement pour le Sénégal pour ce grand rendez-vous quand même en matière d'infrastructure. Serge, c'est important aussi de voir quand même que d'autres pays c'est d'autres infrastructures aux normes internationales.
nous en rions, mais je pense qu'il faut encourager louer l'initiative. Tout à Parce fait. qu'en une période aussi délicate, avec des crises économiques, sanitaires et autres, on a bien vu qu'en dehors du Cameroun, il y en a qui ont fait les efforts. Le Sénégal est un des pays qui non seulement a pu raccourcir le délai qui était celui de la réalisation de ce projet gigantesque, mais est allé jusqu'à boucler sur un budget qui pour nous, par rapport à l'investissement au Cameroun, est incroyable. Et quand vous regardez la sobriété dans laquelle les choses sont passées au Sénégal, la qualité des invités qui y sont trouvés, vous comprenez bien que le football, ça fédère et ça brise les barrières, ça brise les protocoles d'État. Le footballeur émérite de son État, notre président de la fédération, s'est retrouvé à la même table que les chefs d'État, que le président de la FIFA, que le président de la CAF, que certains convives, comme le président turc. Donc je pense que tout cela montre le côté magnifique et passionnant du football. Et si vous avez suivi le discours du président Gianni Infantino d'ailleurs, il a montré que le foot déchaîne les passions. Et ce stade vient davantage pour un pays qui vient d'être champion d'Afrique pour la première fois. Et en plus au Cameroun, j'ai dit, c'est quelque chose de grandiose. Je pense que le président Macky Sall a saisi l'opportunité au bon moment pour offrir davantage une autre fête à la jeunesse sénégalaise qui, il n'y a pas quelques jours, célébrait le trophée des champions. Donc là-dessus, vraiment big up à ce pays-là, courage pour l'investissement et que autant ils investissent comme cela pour la jeunesse, autant qu'on puisse rentabiliser cela dans les compétitions majeures parce que quand on met autant de milliards, que ce soit au Cameroun ou au Sénégal ou ailleurs, il est important de multiplier les compétitions, que ce soit sportives, football ou athlétisme ou handball ou autre, qu'on puisse rentabiliser pour que la population puisse jouir des avantages de cela à travers les améliorations qui sont faites dans leurs conditions de vie. Quand nous regardons la pénétrante Est au Cameroun, à Douala, on comprend que s'il y avait d'autres compétitions, peut-être on l'achèverait. Quand nous regardons ce qui était prévu à la maquette du stade de Japon Mao de Lembe, on comprend qu'il y a encore du travail à faire. Absolument. Donc, nous devons poursuivre ce chantier et nous inspirer du cas du Sénégal pour comprendre que tous les jours, les efforts devraient être faits pour améliorer les conditions de vie, non seulement des populations, mais des sportifs aussi. Alors, Sylvain, on est dans la continuité. Serge faisait bien nous rappeler que le Sénégal venait d'être champion d'Afrique. Et là, aujourd'hui, c'est ce stade tout à fait incroyable quand même qui est inauguré en présence de pas mal de personnalités, des chefs d'État, les grands sportifs, les présidents de fédérations, un peu comme le président de l'Africa Foot qui était à cette cérémonie. Donc, le Sénégal qui est définitivement dans la continuité un peu. Non, le Sénégal, c'est un pays qui, depuis plusieurs années, du moins depuis l'arrivée de son Excellence Macky Sall, s'est lancé dans de très grands projets structurants. Notamment, vous avez vu cette nouvelle ville qui est en train de sortir de terre. Vous avez vu ce nouvel aéroport qui est pratiquement déjà sorti de terre, qui est opérationnel. Donc, il y a plusieurs chantiers comme ça sur lesquels le Sénégal s'est lancé. Et ce stade, justement, vient couronner un peu cette belle épopée du Sénégal qui dure quand même depuis 8 ans. Et ils étaient à la conquête d'une Coupe d'Afrique des Nations et enfin ils l'ont. Donc l'événement était bien pour justement célébrer cette très belle victoire. Mais il faut quand même dire que cela nous donne quand même des enseignements. C'est-à-dire voilà un pays qui a construit un stade en 2 ans et demi, totalement terminé. Vous n'avez pas entendu que là-bas, il manque une barrière, il manque une voie d'accès. Or, nous, depuis 2014, on est en train de construire des stades qui ne sont jamais achevés. Des complexes qui ne sont jamais achevés jusqu'à aujourd'hui. Et là-bas, en 2 ans et demi, on a terminé des travaux. Quand vous regardez les coûts, c'est plus de la moitié de ce que nous on a dépensé pour construire un seul stade qui, malheureusement, n'est pas achevé. D'ailleurs, c'est vrai que j'aime pas souvent son discours démagogique. Il allie sport et politique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La pénétrante Est n'est pas terminée. Donc il n'y a pas à dire que si on avait une autre compétition, ces chantiers seraient achevés. Ces chantiers auront dû être achevés avant même que la compétition phare qu'on a accueillie tout récemment, la CAN, ne se joue. Donc, à vouloir dire que si on avait d'autres compétitions, c'est là où on devait achever ces travaux. Non.
Et c'est pour ça qu'on estime qu'il y a une distraction aujourd'hui qui est en train d'être faite parce qu'on ne veut pas parler. Peut-être on entrera plus en profondeur tout à l'heure. Il y a une distraction aujourd'hui qui est en train d'être faite pour éviter justement de parler du bilan de cette CAN avec ces fameuses affaires qu'on sait ça au FECAFOOT. Ah, vous avez l'impression qu'on distrait un peu. Oui, c'est de la plus distraction. On arrivera certainement à ce niveau tout à l'heure. Donc, au Sénégal, nous passe quand même un message. Ce n'est pas pour ne pas louer les efforts qui ont été consentis par le gouvernement camerounais. On estime qu'avec tous les moyens qui ont été consentis, je pense qu'on ne serait pas à parler des chantiers inachevés au moment où nous parlons. Et c'est ce qui est dommage. Du moins, c'est le côté sombre un peu de cette organisation de la CAN, au-delà de ce qui s'est vécu en interne. Donc, l'autre image, c'est que vous avez vu le panel des chefs d'État reçu par son Excellence Macky Sall. Le seul intrus, si on peut le dire entre guillemets, c'est Samuel Eto'o. Pourquoi? Il n'y a que nous au Cameroun qui ne savons pas qui est Samuel Eto'o finalement, au point où on peut s'asseoir sur un plateau de télé et demander que lui c'est qui. Et vous avez vu le panel des chefs d'État reçu par son excellent Macky Sall. Le seul, entre guillemets, intrus du moins, le seul qui n'est pas président de la République. Il n'est que président de la fédération. Non, je dis, non, ce que je veux dire, non, il faut dire ça autrement. Il y avait Arsène Wenger. Permettez-moi, je pèse encore bien mes mots. Voilà. Je dis, Samuel Eto'o, oui, Arsène Wenger, oui, peut-être était là, mais Samuel Eto'o... Peut-être, il était là. Non. Bon, pardon. Il était là, oui, Arsène Wenger était là. Il était là. Vous connaissez combien de footballeurs ont marqué l'histoire du football sénégalais? C'est Samuel Eto'o. Est-ce que vous avez suivi l'interview d'Aliou Cissé, le coach qui venait à peine de remporter cette CAN? Ce qu'il a dit de Samuel Eto'o. Il y a eu des maillots sénégalais qui ont été floqués au nom de Samuel Eto'o, qui se sont vendus plus que les maillots des stars sénégalais à des prix. Et on réussit quand même au Cameroun à s'asseoir sur des plateaux de télé et poser la question de savoir Samuel Eto'o c'est qui. Donc, les autres nous donnent des messages. Et nous, on ne sait pas finalement ce qui se passe au Cameroun. On réussit toujours l'exploit de vouloir s'inscrire du mauvais côté de l'histoire. Et malheureusement, c'est ce qui est dommage. Donc, félicitations au Sénégal pour ce joyau architectural. Ça rentre dans cette continuité d'une Afrique qui se veut désormais conquérante. On espère que les politiques sportives, de manière générale, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, et bien partout ailleurs, vont suivre pour que l'Afrique, de manière générale, s'inscrive de manière forte au concert des nations du football. Alors, il faut dire quoi là sur ce sujet? Je ne vois pas forcément pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un parallélisme entre le Cameroun et le Sénégal. Les coûts, les délais, les machins et compagnie, non. Je dis simplement que moi, je suis très heureux quand j'ai vu ce stade. Pourquoi pas non plus? Quand j'ai vu ce stade, je peux me limiter à ce que j'ai vu. J'ai dit ça, c'est impressionnant. Et ça veut dire que on est comme dans une espèce de continuité, effectivement. On a vu le Cameroun avec ses stades. On est en train de voir le Sénégal. La Côte d'Ivoire est en chantier. Pour moi, aujourd'hui, c'est de nous dire, rendre compte, si on peut avoir en Afrique subsaharienne, pardon, plusieurs pays qui se développent de cette façon en termes d'infrastructures sportives. Je dis pour moi, c'est tout bénef. Pourquoi en fait je le dis? Parce qu'il faudrait peut-être montrer aux autres que l'Afrique noire aussi peut se doter des stades aux dimensions, enfin aux normes internationales. On pourra maintenant se comparer aussi aux autres pays. Pourquoi ne pas co-organiser, c'est ça mon plan, sur des stades pareils, pourquoi ne pas co-organiser entre 2 ou 3 pays une Coupe du Monde? Voilà, ça c'est mon analyse comme ça, là. Je me dis, si au Nigeria on peut faire un ou 2 stades pareils, je ne sais pas moi, dans 2 ou 3 pays encore, on fait ça en Côte d'Ivoire. Surtout qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, quasiment tous les championnats de haut vol, hein, c'est-à-dire que je parle de la Liga, je parle de, comment on appelle ça, Ligue 1, qu'on va appeler, bref, tous les grands championnats, même en Italie et compagnie, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement d'Africains et on se demande, mais d'où est-ce qu'ils sortent? Et pour moi, quand on dit d'où est-ce qu'ils sortent, j'aimerais qu'on leur dise, ils sortent de Yaoundé, de Bamako, je sais pas, de n'importe quelle capitale. Et quand vous y alliez, au moins que vous trouvez un stade de cette dimension. Donc pour moi, je dis bravo au Sénégal.
c'est peut-être un message, effectivement, qu'ils ont envoyé au Cameroun, qu'ils ont envoyé à Côte d'Ivoire, qu'ils ont envoyé au Mali, qu'ils ont envoyé au Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso aussi a son mot à dire au niveau du championnat, au niveau africain. Ouais. Donc je me dis, si tout le monde pouvait se doter de 2-3 stades comme ça, ce serait vraiment la main au cœur que je dis C'est bravo à l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Oui, Serge, pour terminer sur le sujet. Je pense qu'il est important de revenir parce que tout à l'heure, Sylvain a parlé d'une démagogie, je ne sais pas pourquoi. Il faut bien comprendre que les mentalités, et c'est pour ça que Yves Désiré se demande pourquoi comparer forcément ou ne pas comparer. Les mentalités ne sont pas les mêmes dans les pays. Souvenez-vous que pour organiser la CAN 1972, il y a des infrastructures qui n'ont jamais été achevées à date au Cameroun. Donc pour organiser celle de 2021, on a joué en 2022, on a eu le même scénario. Quand tout à l'heure j'ai fait allusion à la pénétrante Est, je parie que si, comme aujourd'hui, il n'est pas achevé, ce n'est pas qu'on ne l'achèvera pas. Mais si nous avons des compétitions en vue pour rentabiliser ces stades-là, forcément les populations vont en bénéficier parce que la pénétrante va rester une priorité. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le message qu'il envoie. Ce n'est pas pour justifier les imperfections des personnes qui n'ont pas assumé les missions qui étaient les leurs. Et je pense que les politiques sont là pour faire le travail. Maintenant, nous, en tant que sportifs qui accompagnons le mouvement, on pense que si on a fait des joyaux comme celui, par exemple, de Japoma ou bien d'Olembe, qui n'a pas de barrière, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Olembe, c'est un stade qui, la clôture, c'est à grille jusqu'à présent. Alors qu'un bon stade doit avoir une clôture normale. Donc, ces manquements-là qui sont perceptibles aujourd'hui doivent être parfaits si ces stades sont davantage sollicités. Et nous avons vu l'exemple du Gabon où les gens ont fait des infrastructures de grande qualité pour des compétitions qui après sont devenues des terriers. Donc, ces stades doivent être valorisés à travers des compétitions. Et, comme l'a dit Yves Pouchuté, le plus important, ce n'est pas seulement d'investir, il y a la maintenance. Nous nous posons la question au Cameroun après qu'on ait organisé cette CAN. Si on n'a pas d'autres visées sur des compétitions majeures dans un futur proche, vous allez vous rendre compte qu'on aura des sérieux problèmes pour maintenir ce qu'on a comme joyau. Quand vous prenez une ville comme Bafoussam, dans laquelle la Ligue régionale se situe, vous avez au moins 6 stades, parmi lesquels 2 stades de compétition, c'est-à-dire Kwekong et Toket. Maintenant, vous prenez des stades qui sont des stades d'entraînement. Vous en avez 4 ou 5. Ce sont des gazons naturels. On ne peut pas jouer dessus tous les jours, n'importe comment, parce qu'on a peur d'abîmer la pelouse. Vous avez vu le stade d'Aqua ici, lorsqu'on a avec la Covid. Vous avez vu qu'on n'a pas pu l'exploiter. Donc voilà autant de dérapages qu'on peut avoir si ce n'est pas fait dans un système bien ordonné, avec un système d'entretien qui soit à la hauteur. Quand vous regardez les griefs qui ont été apportés à Japoma pendant la CAN, vous pensez que la pelouse Japoma en elle-même était mauvaise à la base? Non, il y a eu des manquements pour moi. Ça, c'est mon avis personnel au niveau de l'entretien. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, ça va aller, on a négligé peut-être. C'est lorsqu'on a commencé à attirer l'attention qu'on s'est dit, il faut qu'on rattrape. Et vous savez, lorsqu'on passe par des méthodes rafistolées, il y a de fortes chances toujours qu'on tombe dans la déperdition. Et c'est ce qui est arrivé, et on a eu des délocalisations de matchs. Donc, de grâce, comme le Sénégal a pu, déjà comme un pays africain qui tire les autres vers le haut, nous avons vu que là-bas, aujourd'hui, on peut aller en TGV, ce qui n'est pas donné en Afrique. Hein? Si aujourd'hui, ils peuvent nous sortir un stade en 17 mois, comme ils l'ont fait, un joyau comme ce qu'on a vu hier, avec en son sein un muséum et tout ça, j'ai dit, ce n'est pas donné. Ça nous interpelle sur une façon de penser. Et le Sénégal montre ici qu'il est un pays qui incarne les valeurs africaines. Et tout ça va d'une Afrique qui se veut debout, fière d'elle, et qui va continuer à fournir des talents, pas formés forcément par les autres, mais par elle-même. Je pense que c'est là qu'il faut encourager tout l'effort qui est fait. Et je voulais rassurer Sylvain, je le fais trop bien que ceux qui ont fait des conneries puissent payer le prix de cela. Je suis entièrement d'accord avec nous. Mais lorsque vous le dites, ce n'est pas comme si on ne sait pas exactement ce qu'il y a de faire. Il n'y a aucune raison que Samuel Eto'o soit plus célébré au Sénégal qu'au Cameroun. Ah oui, mais pour parler il n'y a aucune raison. Non, pour parler de Samuel Eto'o, il faut bien... Non, je dis, on reste dans la célébration des icônes. Bon, peut-être Samuel Eto'o, c'est l'image qu'on utilise aujourd'hui. Mais vous avez parlé d'un muséum. Mais vous pensez que lorsqu'on conçoit un stade comme, par exemple, Japoma, vous savez que dans son architecture finale, ces détails-là sont également inclus. Mais jusqu'ici, ce n'est pas terminé. Le complexe n'est pas encore achevé. Pourtant, on a déjà consommé 3 fois le budget initial de ce... C'est pourquoi il était construit et fini. Je suis d'accord avec toi que ça peut faire marrer. Et je voulais revenir sur le président Samuel Eto'o pour dire que quand Camerounais, nous avons la chance d'avoir un joueur stratosphérique, parce que pour certains, ils le classaient plus comme un joueur africain. Quand vous avez la chance d'avoir un personnage de ce genre-là, il faut toujours avoir un peu de raison gardée. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas non plus
que nous fassions l'apologie de quelqu'un qui fut-il personnalité de la République en tant que membre du gouvernement, aurait tenu des propos comme si c'était une généralité. On ne va pas revenir là-dessus. Je ne veux pas qu'on revienne dessus. Pas du tout. Je voudrais que, de façon très sage, qu'on laisse Samuel dans la plénitude de ce qu'il représente comme inspiration pour notre jeunesse et que ceux... On ne peut pas empêcher que les gens tiennent des propos. Maintenant, si on les tient et qu'on puisse les regretter, après c'est ce qu'il y a de mieux, tout en considérant que Samuel ou Roger Mila ou les autres, ou Jérémy et autres, ont fait la fierté de ce pays et nous devons davantage les glorifier. Le message que je voulais passer. Merci bien. On va avancer dans cette pause actu. On nous voit un peu notre rubrique athlétisme. Avant peut-être de parler évidemment de la course de l'espoir, on va vous donner cette information, actualité en perspective avec la relance des activités au niveau de la Ligue du Fundi. C'est dans la région du centre. Relance prévue ce week-end. On a rencontré le président Ange Sama qui est l'ex-président de la Fédération camerounaise d'athlétisme et qui annonce pour démarrer la saison sportive une course dédiée aux pousseurs. Pourquoi? Écoutez ses explications. Au niveau de notre ligue, on relance la saison, comme chaque année pratiquement, bien que, comme le ministre l'a lui-même souligné, il y a des bureaux qui sont illégitimes. Donc, mais on a continué quand même les activités pour que ça ne meure pas. Donc, justement, dans le cadre de la relance de la saison, nous allons organiser cette fin de semaine déjà le conseil d'administration de la Ligue départementale d'athlétisme du Fundi. Et pour enchaîner avec la première compétition, si les membres du conseil sont d'accord et qu'on a adopté ce qu'il faut faire, donc dimanche, nous allons donc lancer une compétition dédiée aux pousseurs, c'est-à-dire les 5 pouces. Donc il va être une compétition qui tiendra le 27 février 2022 à Yaoundé. Les pousseurs, parce que vous savez, ce sont des personnes qui ont accepté de faire un métier très difficile. Et nous, dans la société, on ne les voit pas, ils sont transparents pour nous. Et ce qui m'avait marqué, c'est que dans ma voiture un jour, dans l'embouteillage, j'ai vu un pousseur qui était hyper chargé dans son pouce et il suppliait, il demandait au véhicule de lui laisser le temps de traverser la chaussée. Franchement, je vous assure, il y a 3 véhicules qui sont passés, personne ne l'a laissé passer. Donc j'observais la scène. Et il y a un véhicule enfin qui s'est décidé à le laisser passer. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, mais nous qui sommes dans nos véhicules, pourquoi est-ce qu'on néglige ces gens qui sont très très utiles? Donc du coup, je me suis dit, ce sont des braves personnes. Et c'est pour ça qu'on a appelé la course là, les 5 pouces. Parce que qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, sous une chaleur ardente, ils sont là tous les jours afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils auraient pu effectivement dévier, prendre des métiers plus faciles, comme on le sait, des métiers comme je dis, un genre, soit devenir des bandits, soit autre chose. Mais ils ont préféré faire cela. Et c'est pour leur rendre hommage. Et dans le même temps, pour leur rendre hommage, je me dis, ils sont forts physiquement. Ça peut servir de détection aussi pour les athlètes. Parce que j'allais justement vous demander quel lien entre l'athlétisme et les pousseurs. Ben, ça peut servir parce que vous savez, dans les bras, ils sont forts, ce qui peut servir au niveau des lancers. Dans les jambes aussi, à force de grimper les collines avec les pouces chargés, c'est de la charge, ça fait de la musculation naturelle. On peut déceler de bons lanceurs, de bons coureurs, de bons sprinteurs. Donc je me suis dit, d'une pierre 2 coups. On peut agencer et à partir de ce moment-là, ils vont faire une course. Cette course sera faite de manière, en sorte que chacun vient avec son pouce. Donc la condition, c'est d'abord d'être pousseur, donc venir avec son pouce et pouvoir faire les 5 km. Et là, on verra celui qui est champion. Voilà pour cette relance. Annoncer des activités au niveau de la Ligue du Fundi. Peut-être un commentaire, Yves Désiré Ekwala, puisqu'on va continuer avec l'athlétisme avec vous de toute façon. Non, moi je reconnais, moi je l'appelle affectueusement Sarkozy. Je reconnais Sarko, le président Sarko. C'est Sarko là, oui. Ça c'est vraiment du Sarko. C'est vrai qu'on en a parlé Ça veut dire brièvement. quoi, Non, du Sarko comme Sarkozy, le président, comme Nicolas Sarkozy. C'est Sarko. Non, en fait c'est une très belle initiative. C'est quelque chose, et puis ça c'est du ange, c'est-à-dire c'est créer autre chose que l'athlétisme pour ouvrir la saison. C'est des événements un peu connexes parce que vous avez vu, effectivement ils se déploient. En vous m'avez entendu parler par exemple des gens qui vendent au niveau du péage. C'est-à-dire que généralement, vous les voyez, quand vous arrivez à acheter quelque chose, ils doivent vous rembourser votre monnaie. Il est obligé de courir sans arrêt entre 2 bus. En longueur de journée, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de journée, si on a essayé de lui mettre un pédomètre, vous êtes certain qu'il a abattu au moins 42 km. De 6 heures à peut-être 14 heures. C'est-à-dire que, donc moi je dis, c'est des initiatives comme ça où nous, ça peut même maintenant nous permettre de détecter des gars qui ont peut-être du talent, de l'endurance, de la force. Et pourquoi ne pas les orienter? Les pousseurs, pareil. Parce qu'à Yaoundé, je crois qu'ils ont des brouettes. Beaucoup plus ont des brouettes à Yaoundé, ils sont toujours dans les marchés de Fundi où je passe à Vogumbi, je les vois souvent là. Donc ce serait une belle compétition. Ça serait une belle compétition. Je pense que je vais
effectuer des déplacements pour aller voir cette autre compétition. Serge, on va sourire. Hein? Mais le président Aïssama, qui est un frère, un ami, président de la Ligue du Fundi, j'ai dit c'est quelqu'un qui aime les originalités, c'est quelqu'un qui aime créer. Et je pense que dans la logique de donner à l'athlétisme un certain engouement, de faire en sorte que les populations puissent fédérer autour de cette discipline. Quand il fait allusion aux pousseurs, vous suivez. Tout à l'heure, il vous parlait de ces valeureux Camerounais qui sont dans les péages et qui vous suivent avec la monnaie et tout ça. Ils font du sport, ils font de l'athlétisme. Donc, que ce soit les pousseurs, que ce soit ces personnes qui vendent dans les péages, je pense que quand la fédération prend un peu de temps pour leur accorder des compétitions comme celle-là, j'ai dit ça montre à tout Camerounais qu'il peut faire une discipline s'il s'y met et avec l'accompagnement de la fédération. Et je pense qu'il faut encourager ce que le Fundi est en train de faire. Et j'ai dit bravo à Ange et vraiment que les choses se passent bien. Peut-être Sylvain. Non, moi je sais pas. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. En tout cas, moi de reporter, c'est la première fois que j'entends une compétition pareille, quoi. Oui, vous savez, rien n'a de l'intérêt jusqu'à ce que ceux qui ont la capacité de penser suscitent cet intérêt-là. Et lui, c'est pour la plupart du temps inscrit dans des idées un peu décalées pour créer une certaine originalité, comme Serge le disait. Et à chaque fois, ça contribue, ça participe aussi un peu à créer le spectacle, à faire de la communication et à donner un cachet assez particulier à la discipline même qu'est l'athlétisme. Donc du coup, et c'est aussi ça qui suscite souvent l'engouement du public. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui tous les grands événements dans le monde sont toujours accompagnés de ce côté événementiel qui forcément apporte un plus. Et c'est pour ça que repenser un sport ou une discipline, par exemple comme le football, si on reste sur le classique habituel, c'est-à-dire deux équipes aller jouer, machin truc, ça devient monotone et donc il faut repenser tout cela en y intégrant le côté événementiel, le côté communicationnel pour justement donner ce cachet particulier. Et c'est généralement tout à l'honneur du président Aïssama qui réussit toujours à sortir quelque chose de très décalé pour justement apporter, comme on dit au quartier, un peu de piment. En tout cas, on va regarder cette course-là, c'est le 27, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Le 27 du côté de Yaoundé. On reste dans le même sillage de l'athlétisme dans le cadre du premier sujet du débat de ce soir, 27e course de l'espoir. Elvis Tabingla entre dans l'histoire. Il a remporté évidemment la course. C'était le week-end dernier du côté de Boya, dans la région du sud-ouest. Chez les dames, c'est Tata Karine qui s'est imposée. On revient sur tout cela dans ce reportage que signe Catherine Koné. Challenging the gods of the mountain on this fateful Saturday, February 19, 2022 in Boya, two athletes have braved the odds in their various categories in a tight race. These they did covering the 38-kilometer race that got highly contested when the athletes left the mountain. In the men category, first athlete Elvis Sambila did the race using a time of 4 hours 32 minutes, emerging winner of the race. The 26-year-old Elvis Sambila from the Northwest region break away from Gottlob Gapsibui in the final stretch of the race, first, leaving the former champion in the second position, while Adamu in the third spot. The win for Sambila adds to the list of winners of the prestigious international events from Cameroon and the Northwest region. The female category of the race created a sensation of the game when the 24-year-old Tata Karine won a fourth Mount Cameroon Race of Hope title. The season winner emerged champion after competing the course in 5 hours 27 minutes, recovering the crown she lost to Kita Mildred last year, who emerged second in the 27th edition of the race today. Actually, I am crying because God has answered my prayers. We have been training together, and even though inside crisis, but I thank God that today
we made it. Not just only I, but I and my sister. Glory be to God, because we train under bullets. At times you lie on the street, you lie on the gutters, but you cannot believe that coming in a race like this with foreigners there, you believe. You just have the mind that foreigners are coming, you can just be discouraged. But I praise God Almighty, let glory and honor be given unto Him. Even though I came first last year, but this year I came second. I thank God because all the glory is given unto Him. He's the one that desires what He does, whatever pleases Him for His own glory. So that is why you see me crying, not because something bad has happened, but something good has happened. Karine swept 3 first-place finishes between 2018 and 2020, but lost to Kita Mildred last year, settling for a second spot finish, a result she vowed to better this time. Another point of attraction in this year's edition of the game was a huge turnout of the population of Buea. They defied fear, challenged threats, and came out in their numbers to watch the race and racers as the town was decorated with the colors of the Republic of Cameroon. However, the winners received their medals and trophies from the authorities, while bearing in mind that preparations for next year's race have to begin now. Pour quelques temps forts, on va le dire aussi, de cette 27e course de l'espoir qui s'est déroulée le week-end dernier du côté de Buea dans la région du Sud-Ouest. Peut-être avant d'avoir l'avis un avis technique avec Yves Désiré Koala. Sylvain, comment est-ce que vous avez trouvé cette course cette année? Je ne sais pas exactement ce que je vais dire parce que à cause du monde Cameroun, honnêtement, si vous voulez mon avis, ça a perdu de sa superbe. Simplement parce que sur le plan organisationnel, certains fonctionnaires, malheureusement, ne comprennent pas qu'il faut laisser les techniciens gérer cette affaire. Et je suis à chaque fois peiné quand je connais toute l'énergie que mon grand frère et ami Yves Désiré fournit pour que les choses se passent bien. Malheureusement, vous avez certains fonctionnaires qui partent de Yaoundé et qui arrivent et imposent, et au fil des années, ils sont en train de tuer une compétition de souveraineté nationale. C'est dommage. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que 10 Camerounais savent qu'il y a eu la course de l'espoir. Pourtant, il me souvient qu'à une certaine époque, c'était un événement. Tout le Cameroun était scotché pour regarder cet événement. C'est-à-dire, vous aviez l'impression que quand on commençait à parler du monde Cameroun Race à l'époque, vous aviez de la chair de poule. Aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne. Même sur le plan de la communication, les quelques rares journalistes, même qui essaient encore de s'intéresser à cela, c'est simplement parce que, bon, peut-être, ils cherchent quand même à avoir quelque chose à dire en rédaction, mais sinon, ça n'intéresse plus véritablement les gens. Et simplement parce que certains fonctionnaires débarquent là, essayent de vouloir se faire plein les poches et oublient l'essentiel dans l'organisation de cette compétition. Au résultat des courses, on passe à côté d'une compétition. Est-ce que ce n'est pas un peu péremptoire? Non, c'est pas péremptoire. Quels sont peut-être les axes ou alors les facteurs qui dysfonctionnement que vous observez? Vous pouvez me dire à quel moment vous avez su que la course de l'espoir, c'était le week-end dernier? Vous pouvez savoir à quel moment, vous pouvez me dire à quel moment vous l'avez su? Bon, on va dire que c'était noyé par la canne, mais sauf que lorsqu'il y a une planification événementielle, on sait exactement comment ça se passe. Ouais. Maintenant, sur le terrain, est-ce que vous avez eu le sentiment que vous étiez effectivement pris en compte dans le déroulé de cette affaire? Non. Certains fonctionnaires ne peuvent pas continuer, et ça a été le même cas pour la canne, où on a réussi quand même l'exploit d'aller nous chercher je sais pas, il y a une nouvelle forme de communication qui est les influenceurs, influenceuses, oubliant, métabotant carrément, on touche les médias. Et lorsque les scandales ont commencé pendant la CAN, on a réussi quand même à demander aux gens d'être patriotes, les journalistes, non, soyez un peu patriotes. Mais au moment où il fallait impliquer tout le monde dans l'organisation, dans la communication et dans les stratégies pour justement faire face
à ces scandales-là pour redorer le blason de l'image du Cameroun. Non, on est allé chercher les influenceurs. À ce moment, ce n'est plus les influenceurs qu'on a cherchés. Après la CAN, on a quand même organisé toute une conférence. Après, vous arriviez, vous avez des influenceurs. Le comité local d'organisation est même allé jusqu'à influencer les accréditations. Les journalistes qui ont l'habitude de couvrir la compétition n'ont pas été accrédités. Vous voyez des influenceurs, des TikTokers et tout, qui avaient des accréditations. Tout cela influencé par le comité local d'organisation. Et c'est le même procédé qu'on vit avec le Mont Cameroun au fil des années, où c'est des petites, c'est des amis, c'est des familles qu'on amène en week-end à Boya, alors qu'il y a des gens à qui il faut faire, avec qui il faut travailler pour que cette organisation la garde de son prestige. Aujourd'hui, le Mont Cameroun reste malheureusement ne dit plus rien à personne. Et lorsque vous regardez, ok, oui, ça va, c'est bon, c'est passé, et puis on continue. Pourtant, c'était pas le cas. Si simplement parce que certains fonctionnaires... Yves peut être d'accord avec vous, mais peut-être d'avance, c'est un peu la même lecture que Sylvain. Aujourd'hui, l'ascension du Mont Cameroun, la course de l'espoir a perdu un peu de sa superbe. Le fait de perdre de sa superbe, pour moi, c'est une évidence. Parce que nous savons tous que la région dans laquelle cette compétition se déroule est sinistrée depuis belle lurette aujourd'hui. Donc, si c'est pour des raisons sociales. La CAN s'est jouée dans cette région-là. Sylvain, même si elle s'est jouée là-bas, nous savons dans quelles conditions. Ça ne change rien. L'effervescence peut perdre la même. Donc, ça, c'est quelque chose de vrai. Personne ne peut nous retirer ou bien dénier cela. Maintenant, parlant de l'organisation, moi, je ne suis pas trop au courant de comment ça se passe, mais je peux constater une seule chose, c'est qu'au niveau de la communication, pour moi, j'ai été surpris seulement de voir peut-être 2-3 jours avant qu'on parlait que ça avait lieu samedi, personnellement. Donc je pense peut-être au niveau de la fédération que les informations avaient circulé. Maintenant, quand on regarde l'annonceur, nous savions tous par le passé qu'il y avait une société brassicole qui était la plus vue, la plus en vue pendant le Mont Cameroun. Et aujourd'hui, on voit que c'est une entreprise étatique de téléphonie qui n'est pas mauvais parce qu'après tout, quand on est une entreprise citoyenne qui crève son image à une compétition, c'est pour la valoriser. Compétition de souveraineté. Donc, je pense simplement qu'il faille faire des efforts à côté des difficultés qui sont rencontrées pour non seulement, c'est ce que Sylvain dit au niveau de la répartition des tâches, que si ce n'est pas bien fait vraiment, qu'il y ait une correction à ce niveau, parce que c'est un mal camerounais en tout cas, parce que nous avons vu pendant la CAN que des responsables étatiques occupent des fonctions qui devraient être concédées à des professionnels, à des technocrates, pour réussir à l'événement. Parfois, c'est quand il y a des blocages qu'on fait recours à cela et ça crée des incompréhensions. Donc là-dessus, j'ai dit, il faille faire beaucoup de choses. Maintenant, lorsque nous regardons la compétition elle-même, quand nous regardons la jeunesse de cette dame qui vient d'être interrogée, nous voyons bien que la jeunesse, contrairement à ce qu'on a vécu à l'époque des Kunzema et tout ça, il y a plus de jeunes qui s'intéressent à la compétition. C'est un constat qui pour moi est réel. Et quand il vous dit que sa cadette est sortie 3e, à 22 ans. À 22 ans, vous comprenez que, quand vous comparez ça à Sarah Etongue, qui était déjà une matriarche en son temps, j'ai dit, il y a un effort qui est fait. Il y a une envie pour cette jeunesse, quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées, de faire du sport, de faire de la course du Mont Cameroun un événement. Et je pense que là, c'est un pari réussi. Maintenant, est-ce que cette compétition pourrait survivre à tout ce qui se passe dans l'environnement socio-politique du Cameroun à travers le sud-ouest? Maintenant, c'est la grande question et je pense que les spécialistes qui sont de la fédération et la société citoyenne qui accompagnent vont trouver des solutions pour qu'on puisse greffer à cette compétition peut-être d'autres atouts qui vont davantage galvaniser les gens. Alors, Yves Désiré, voilà, qui est le secrétaire général de la Ligue d'athlétisme du littoral et qui est aussi en charge quand même de la communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme. C'est un certain nombre de dysfonctionnements quand même relevés ici, que ce soit par Sylvain ou par Serge. Problème au niveau de l'organisation, problème au niveau de la communication, pour s'en tenir un peu au domaine qui nous concerne. Vous qui êtes justement en charge de la communication de cet événement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, je suis content de ce que Sylvain a dit, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter les avis des autres, des uns et des autres. Ça me permet déjà, au même temps, de préparer, si on me fera confiance encore l'année prochaine, de mieux préparer l'événement. C'est vrai que moi, les critiques constructives, j'ai toujours aimé. Mais il a dit quelque chose qui est pas
quelque chose de fondamental, je vais me dire ça comme ça plutôt. Malheureusement, tous les événements dits de souveraineté nationale ont cette maladie. Je ne sais pas si c'est une maladie ou c'est une... je ne sais pas quel terme utiliser pour le cas du Cameroun. Vous allez toujours vous rendre compte que lorsqu'il y a un événement, on en a parlé, je crois, ici avant la CAN, avant le CHAN, lorsqu'on voyait les commissions qui étaient rendues publiques, on a tous mis les mains sur la tête en se disant, bon, mais il comprend, au Cameroun, on connaît certaines personnes, certaines entreprises qui sont calées en marketing. Oui. Mais quand vous regardez la commission marketing, vous voyez à peu près, vous avez des personnes plus morales que des personnes physiques. Ça veut dire que vous avez plutôt le directeur de ceci de MINSEP, le directeur de cela de MINSEP, c'est quasiment la même chose à toutes les compétitions. On a l'impression que c'est du copier-coller. Ça le sont, c'est les mêmes personnes. Oui. Alors, pour dire qu'on en a été effectivement victime lors de cette édition. Alors, je ne défends pas la fédération, et même que j'aurais même pu. Mais bon, c'est pas pour ça que je suis là. Pour dire que depuis quasiment 2 ans, on a véritablement plus de réunions préparatoires. On en a eu une cette année avec un collaborateur du ministre, parce que le ministre était super pris par rapport à la CAN. Ouais. Alors, je veux dire précédemment, je vais vous dire que la Fédération camerounaise a envoyé a publié le calendrier de la saison. Ce qui voudrait dire que si vous intéressiez à la discipline, logiquement, tout communicateur ou alors tout journaliste, notamment sportif, aurait pu avoir le calendrier de la saison sportive du Cameroun. Je tiens à vous dire, la saison a été ouverte les 13 et 14, si je ne me trompe, à Yaoundé. Ensuite, il y a eu le Mont Cameroun. Là, on prépare 3 événements sur le mois de mars. Ça veut dire qu'on a un programme bien précis que tout le monde peut connaître. Alors, pour revenir maintenant sur le cas de la course, il faut dire que vous avez forcément les problèmes qu'on connaît au Cameroun. On débloque les sous très tard. Ouais. Déjà, ils sont coupés, ils sont cisaillés, comme on sait comment on fonctionne chez nous. Déjà, votre budget, il n'est pas tel qu'on ne vous le donne pas tel que vous l'avez demandé. Il arrive cisaillé. Maintenant, je dois vous dire que depuis à peu près 3 ans ou 3 ou 4 ans, le budget est coupé en 3 entités. La fédération, le ministère et puis notre parti qui est parti, vous ne savez pas très exactement de quel côté. Donc, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des moyens vraiment limités. Je rentre donc maintenant sur le cas de la communication. On avait un événement très attendu au Cameroun, qu'on attend depuis plusieurs années. Je parle de la CAN. On a dit, pour une fois, soyons uniques, nous, Camerounais. Et parce que si vous regardez, pour illustrer ce que je suis en train de dire, lors de la CAN de handball féminin à Yaoundé, si vous avez remarqué, le président Serge Abouem avait fait annuler la Coupe du Cameroun de handball, de volleyball. Parce qu'on était tous au Palais des Sports. Vraiment, on était tous focus pour accompagner notre équipe nationale. Le cas, on l'a vérifié encore cette fois-ci avec la CAN, en se disant, alors on ne va pas étouffer, parce qu'en même temps, on est absorbé, il ne faut pas non plus rêver. Absolument. On est au Cameroun, aucune compétition d'athlétisme. Faites venir Usain Bolt, je ne sais pas moi, Tyson Gay, je ne sais pas qui vous voulez au Cameroun, pendant qu'il y a un tour de football. Non, mais vous êtes, comment il phagocyté, il ne faut même pas chercher le midi à 14h. Ça, c'était réel. Mais maintenant, donc, on a essayé quand même que dès que la CAN est finie, allez, boum, on est sorti avec une espèce de stratégie qui a fait en sorte qu'on sache tout au moins qu'il y avait la compétition. Alors, pour dire également que depuis, je dis 5 ans, il y a au moins un pari qui est gagné. C'est de réussir à faire qu'il y ait cette compétition. Pas la faire pour la faire. Sinon, on n'aurait pas les étrangers, on n'aurait pas maintenu les primes de 10 millions, 7 millions, 5 et 5 millions pour les seniors. Tout est maintenu jusqu'à l'heure actuelle. Mais avouons que les premières années, quand c'était encore les années véritablement en braise, je n'ai pas dit que c'est fini, quand on arrivait à Boya, on venait vraiment, la cérémonie d'ouverture avait lieu en moins d'1 heure. Vous voyez, les discours d'usage, les allocutions d'usage et tout de suite on était parti parce que les conditions sécuritaires, on n'avait aucune garantie. On visait la compétition, on escortait les gens pour rentrer à Douala, qui est à Yaoundé et ainsi de suite. Donc ça rendait un peu cette effervescence, cette ambiance morose. Je pense en 2017, quand le Cameroun remporte la CAN, la cérémonie d'ouverture cette année-là a lieu au moment où, comment il s'appelait, Faye rentre avec le trophée de la CAN. On a fait ça de manière stratégique. On a estimé que cette année, on aurait pu faire pareil. Dommage, on n'a pas pu. Parce qu'on voulait entrer avec le trophée et lancer maintenant la cérémonie d'ouverture. Ce qui aurait pu créer une espèce d'effervescence. Lorsqu'ils savent qu'il y a cet événement, ils créent le Ghost Town. Ça met la population dans une espèce de frayeur énorme. Là, tout le monde est chacun d'aller chez lui. Mais on a vu pour cette année, ça faut le reconnaître, un Boya assez
un peu plus chaud Ouais. depuis jeudi, où on a commencé à arriver. Mais Buea était vraiment à l'effervescence, attendait la compétition. Et j'ai bien aimé parce que sur vos images, j'ai vu tout à l'heure, elle a pris la peine, mais elle a pris le soin plutôt de filmer vraiment. Pour cette année encore, j'ai vu des gens tout le long des rues, Voilà. ce qui voudrait dire que en fait, les gens sont sortis. Ouais. Donc, Challenging pour the dire, gods l'effervescence of the mountain. revient. L'effervescence revient au fur et à mesure. Parce que si on avait permis, parce qu'ils ont organisé à Gossan, d'annuler cette compétition, parce que peut-être je n'ai même pas encore dit ça tout à l'heure, parce que après la CAN, le ministère a demandé qu'on renvoie la compétition. On leur a dit malheureusement non. On a des accords des fédérations étrangères. Des gens ont déjà des plans de vol. Vous n'allez pas leur demander de changer leur calendrier parce qu'on est en train de vouloir changer, vouloir renvoyer la compétition au Cameroun. Donc on a tout maintenu. Et donc voilà. Donc moi je pense que maintenant, sur le plan populaire, on a eu 10 pays étrangers qui sont arrivés. On a eu les 500 athlètes. On a eu les résultats qu'on a eus. Chez les juniors, ça a été remporté par les Kenyans. Et chez comment vous dites ça, chez les seniors, les Camerounais, encore ceux du Nord-Ouest se sont imposés. C'est le premier sacre. Oui, c'est le premier sacre pour lui, parce qu'il est suivi par, il est entraîné parce que vous savez, à un moment, il y en a qui savent sentir la retraite arriver. Et donc, Godlove a décidé donc maintenant d'ouvrir un centre de formation. Il entraîne, donc le premier et le troisième sont de son écurie. Parce que quand le troisième arrivait vers lui, tout le monde lui a dit à la fin, mais le gars aurait pu te prendre, il lui a dit non, pas lui. Je connais son niveau et puis il n'allait pas non plus me passer parce que is my son. Donc c'est dire qu'il y a tellement de choses qui se disent dans les courses et tout que voilà. Donc on vous a un peu suivi, Yves Désiré. Voilà. Maintenant, s'il fallait peut-être tirer des grandes leçons sur le plan purement sportif, vous diriez quoi? Alors, sur le plan purement sportif, je vais dire que nos athlètes ont besoin de travailler. Ouais. Ils ont absolument besoin de travailler parce qu'au sommet, il n'y a que Karine qui arrive première, qui a atteint le sommet en premier. Parce que ce n'est pas le vainqueur qui est arrivé le premier, c'est un Kenyan qui était le premier au sommet. C'est-à-dire qu'en termes de grimpeurs, ils sont meilleurs. En termes, au moment de l'ascendance, ils sont les meilleurs. Nos juniors ont absolument besoin de travailler également parce que pour la première fois où on a ouvert la compétition, après la compétition junior est passée de national à international, ben on a vu qu'on a damé le pion au Cameroun. Ça veut dire qu'il faudrait absolument travailler. Et maintenant qu'on a de plus en plus ce que j'appellerais un noyau qui gagne quasiment depuis 2-3 ans, je pense qu'à un moment, la fédération aussi devra les aider ou les accompagner beaucoup plus qu'ils ne le font actuellement pour que, au moins, durant les prochaines années, qu'ils soient là et puis qu'on pense à la relève. Mais la relève, on l'a. Parce que malheureusement, il y a des athlètes de à peu près 14 ans qui ont voulu courir, mais à un moment, le règlement le permettant, on est obligé de leur dire vous ne pouvez pas. Mais je dis, comme l'a dit Serge tout à l'heure, il a dit il y a une espèce d'émulation au niveau de la jeunesse. C'est impressionnant parce que nous, on a vu des gars de 11 ans qui voulaient courir. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même engagés, mais malheureusement, nous, sur le plan technique, on ne pouvait pas l'admettre. Parce qu'un athlète de 11 ans qui arrive au premier refuge, vous l'avez bousillé parce que sa récupération, vous n'avez aucune garantie de sa récupération. Non, on va partir, mais après, s'il fait ça 2 fois en une année, je ne suis pas sûr qu'il tiendra sur 2 ans. Même son ossification périostique, quand on parle de grandir, c'est-à-dire... Il va prendre la croissance. Oui, il peut pas. Il y a des exercices qui ne sont pas appropriés à un certain âge. Vous allez voir comme les éducateurs qui font gainer les enfants à travers les escaliers et tout ça. Il y a beaucoup d'Africains qui ont gardé les petites tailles parce qu'on leur fait faire des exercices qui n'étaient pas conformes à leur âge et tout ça. Donc c'était des manquements liés à la formation et je pense aujourd'hui il faut profiter de ce qu'il dit pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des canaux qui sont donnés même pour la formation des formateurs. Parce que beaucoup de gens ont tendance à vouloir dire non, c'est mon frère, il peut faire. Il a même dit, il a fait ça la semaine dernière. Je lui dis, justement, c'est pire encore s'il a fait la semaine dernière. Ça veut dire qu'en 2 semaines, vous pouvez le mettre d'aller au premier refuge 2 fois. Mais vous avez bousillé votre travail parce que moi je vous dis, Karine, c'est-à-dire les vainqueurs de cette année, soyez certains, vous ne les verrez pas au moins pendant 3 mois dans la moindre compétition. Ils ne pourront pas. Et non, le leur interdit même en fait. C'est-à-dire que si on voit le nom, on enlève parce qu'il faut les préserver. Oui, on peut être des chasseurs de primes, Lydie, parce que bon, la qualité, la vie est comme elle est. C'est vrai que c'est grâce à ça qu'ils vivent. Mais à un moment, il faut penser à leur lendemain. Tout à fait. Parce que nous, on veut Karine encore, parce qu'on disait l'autre jour, elle a son 4e sacre. Oui, tout à fait. Bon, elle en a fait 3 d'affilée et voici son 4e. Donc pour nous, on s'est dit, ok, Sarah en a 7.
Elle a eu 7. À son 4e, elle avait un certain âge, comme a dit Serge tout à l'heure. Donc, Karine a encore la possibilité de glaner 3... L'âge de progression est là. Oui, justement, elle est là, sa marge de progression. Elle peut encore gagner 3 ans et arriver à 7. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'on ne va pas l'accompagner à y arriver? Donc, moi, je dis, à un moment, il ne faut pas que regarder l'aspect du PQ. Donc, non, maintenant, il faut penser également à leur avenir. Voilà, peut-être avant de refermer cette partie du débat, peut-être avec vous, Sylvain, des points à améliorer quand même pour cette compétition, selon vous. Non, je pense que Yves a évoqué quelques points essentiels, notamment sur le plan sportif, l'encadrement de ces athlètes, parce qu'il faut le dire, entre cette édition et la prochaine édition, que va devenir Tata Karine? On ne sait pas de quel côté elle va aller dormir, on ne sait pas ce qu'elle va manger, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va se préparer. Et l'édition prochaine, paf, elle va surgir là, et elle va encore quand même venir remporter l'édition. Non, si tu peux une virgule. Au moins, c'est-à-dire qu'on a un noyau qu'à partir de... Question de... Non, à partir du mois d'octobre, moi je suis d'accord. Traçabilité, non, elles font les autres compétitions civiles, elles font les au stade. Hein. Elles sont athlètes d'un club qui s'appelle FAP. Donc, elles sont suivies parce qu'elles font les compétitions civiles nationales. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'à partir du mois de novembre, notamment de septembre, elles rentrent dans ce qu'on appelle chez nous comme un stage. Elles ne s'entraînent plus à la volée parce qu'on a un objectif et qui est le monde. Donc, à ce niveau... C'est même pas de rassurer, je pourrais te dire où elle est. Ah ouais, félicitations à la fédération qui a apporté ces innovations aujourd'hui, qui permet quand même d'avoir le noyau, là, on les suit. Un certain suivi de ces athlètes, parce que hier, ce n'était pas le cas. Maintenant, sur le plan organisationnel, honnêtement, il faudrait qu'on laisse la fédération prendre les devants de l'organisation. Elle est mieux placée pour savoir ce qu'il faut pour rendre cette compétition une compétition de souveraineté, parce qu'elle n'est de souveraineté désormais que de nom, mais en termes de prestige, elle ne ressemble plus honnêtement à grand chose. Je dis, quand je parle, on parle, j'ai pas de friction, donc je ne sais même pas ce qui peut me motiver à aller aujourd'hui couvrir une compétition comme le Monde Cameroun Race. Rien que sur le plan des accréditations, vous ne savez pas comment est-ce qu'on accrédite, vous envoyez des informations, on ne vous répond même pas, on ne vous dit rien, vous interpellez les uns les autres. Je ne me limite qu'à ce niveau. Maintenant, quand vous prenez même le risque d'arriver sur le site, vous avez l'impression que, je ne sais pas, vous ne valez pas plus que votre simple et modeste personne. Et tout cela concourt à ne plus rendre cette compétition attrayante. Et autre chose, sur le plan sécuritaire, ce problème continue de perdurer. C'est-à-dire, dès que le premier a traversé et qu'on a remis les trophées et autres là, la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est que tous ces fonctionnaires là, pour ceux qui accaparent, ils sont tous rentrés. Et chacun allait dormir dans son hôtel, 4 étoiles, je ne sais pas trop quoi, et tout, aller boire du bon champagne et tout. Et on ne veut pas savoir à quoi ressemblera la suite de la compétition. Et du coup, on se retrouve soit avec des athlètes qui finissent la course, qui n'arrivent même plus au Morigo parce qu'ils descendent, ils se rendent compte qu'il n'y a même plus personne. Donc, ils essaient de se débrouiller. Mais il y a quand même... je pense que ce que Sylvain dit, en même temps, m'aide. Parce que les gens, pour plusieurs personnes, même le public m'a posé la question au Moleco Stadium. Il faudrait que les gens le sachent, parce que c'est important qu'il évoque ça, et puis ça m'a rappelé quelque chose. Il faudrait que les gens sachent qu'une compétition a un règlement. Le départ a lieu exactement à 7 h, on n'a jamais raté. 7 h, on a donné le départ. OK? À 12 h, tout officiel qui se retrouve au sommet commence à descendre. Ça veut dire que où que vous vous trouvez, à 12 h, vous redescendez. Parce que dans les bases normales, à 11 h, c'est-à-dire qu'à 10 h, 10h30, vous êtes censé avoir atteint le sommet et être déjà en train de descendre. Ce qui fait que, en dehors de la période actuelle qui est un peu compliquée sur le plan sécuritaire, le règlement a toujours été le même. Sylvain, vous avez couvert plusieurs fois le marathon de Douala, où on vous a dit ici que logiquement, on donnera 4 heures. Maintenant, on va à peu près à 4h30. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour faire des espèces de randonnées. Mais il faudrait que les gens comprennent qu'à un moment,
on va et on rentre. Quand les officiels descendent, vous descendez avec eux. Parce qu'ils sont montés la veille. Ils redescendent donc ensemble. Quand ils vous rencontrent, ils vous demandent de tourner. C'est pour ça que vous avez des athlètes qui peuvent vous dire « j'ai atteint tel, mais je n'ai pas d'éléments témoins ». Parce que pour qu'on comprenne, quand on atteint le sommet, on vous donne un bracelet qu'on attache. Sur le main, vous redescendez, ça témoigne que vous avez atteint le sommet. Donc, immédiatement, quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas atteint le sommet, vous êtes en train de descendre, ça veut dire que ce n'est même plus la peine d'aller au stade. Il y en a donc qui habitent à côté. C'est pour ça qu'à un moment, vous les retrouvez en train d'aller chez eux. Non, c'est bien que les gens, c'est bien de parler de ça parce que les gens sachent quand même qu'il y a un règlement et on se doit de le respecter. Après un certain temps, on demande à tout le monde de rentrer. Et c'est pour ça que généralement, à 13h, fin des cérémonies, souvent fixé à 13h30, 14h, parce que logiquement, vous avez au moins 100 athlètes qui sont déjà entrés au stade. Okay. Donc, voilà qui. Non, ce sont des précisions qui incombent. À côté de cela, il y a un volet sécuritaire parce que demain, si un athlète est retrouvé décédé, ce qu'on ne souhaite pas dans la montagne, c'est la fédération, c'est la compétition qui prend forcément un coup. Personne n'avait souhaité qu'à Olembe, une bousculade entraîne la vie de... Que ce soit le public qui soit en tort dans le fait d'avoir forcé peut-être l'entrée et tout, c'est la compétition forcément qui prend un coup. Donc, c'est simplement pour dire que peut-être il faut bien, lorsque les athlètes arrivent, qu'on leur explique ce principe-là et qu'ils l'intègrent véritablement et qu'il y ait même par exemple des mesures qui amènent ces athlètes-là à redescendre aussitôt qu'on a vu le premier officiel commencer à descendre à partir de 12h pour ne même plus leur permettre de chercher absolument à atteindre. Si les forces du maintien de l'ordre et les officiels techniques vous demandent de descendre, c'est-à-dire qu'ils vous forcent à descendre. C'est ce que je dis, c'est-à-dire... Parce que les athlètes, parce que quand on s'inscrit, on a le règlement spécial de la compétition. Absolument. On remplit, on écrit, comment vous dites ça, lu et approuvé, vous signez, parce que vous connaissez avoir lu le règlement. Si vous avez une licence, vous avez été inscrit, normalement inscrit, régulièrement inscrit, vous connaissez le règlement, et à ce moment, vous avez l'obligation de respecter. Je dis, mais à 12h, quand vous voyez les premiers officiels descendre, ils vous font signe de redescendre, vous comprenez aisément que ça y est, c'est bon, vous avez votre chrono, vous comprenez que nous sommes au Cameroun, vous savez que terminer sur le sujet, les journalistes avaient des badges, mais se faisaient tabasser par les forces de l'ordre. Pourtant, ils avaient des badges, CAF. Donc, on est au Cameroun, entre les beaux discours et la réalité sur le terrain, il y a souvent un fossé qui sépare ces deux éléments-là. Maintenant, sur le plan de la communication, le marketing, honnêtement, c'est tout sauf la communication et le marketing. Il faut même dire chapeau aux journalistes parce qu'il me semble que si les journalistes, par zeste de patriotisme, comme on aime bien utiliser ce mot, ne se déployaient, décidaient d'être complètement découragés au regard des misères qu'on leur fait généralement subir quand ils arrivent sur le site de la compétition, s'ils n'avaient même plus ce courage de repartir sur le terrain, il me semble que Serge n'aurait même pas su que, que cette compétition se serait déroulée et c'est simplement dommage. Donc, il faut véritablement repenser cette compétition-là pour lui donner quelque chose bref, un souffle nouveau qui permette de lui faire réaffirmer toute sa souveraineté telle que ça l'a été dans le passé. Voilà, avant peut-être de marquer une pause rapidement, Yves, les prochains challenges de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Alors, le prochain challenge, on va dire que les 12 et 13 mars, du côté de Douala, à Bipanda, il y a la deuxième journée de championnat national. La première journée a eu lieu le mois dernier, il y a 2 semaines du côté de Yaoundé. Par la suite, il y a du 21 au 25 du même mois. Nous avons le Douala abrite également la Champions League. C'est une nouvelle compétition qu'on a créée par les Camerounais. Mais pour les Africains, c'est la Coupe des vainqueurs les clubs champions d'Afrique francophone. Donc tous les pays d'Afrique francophone seront au Cameroun. On a dit francophone d'abord pour commencer. Parce qu'après, si vous voulez mettre tout le monde, on ne se retrouve pas. Et 2 jours après, ça veut dire le 26 et 27, toujours à Douala, à Bipanda, il y a le Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme.
Donc, sur ce plan, quand même, il faut saluer la fédération qui, depuis quelques années, multiplie des meetings. Rarement, on avait vu des meetings sur le plan national. Ça se limitait à un meeting d'ouverture. Non. Je dis avant, mais je dis de plus en plus, on voit, et surtout avec l'avènement de ces joyaux architecturaux qu'on a, les stades. C'est pour ça que... Voilà. Aujourd'hui, on voit des meetings à Bafoussam. Il faut multiplier les demain à compétitions. Yaoundé, Je vais à vous dire Douala, que, ainsi de je vais vous dire suite. que s'il y a l'une des fédérations aujourd'hui qui est heureuse de tout ce qu'on a pu avoir, C'est la fédération d'athlétisme. ça je le dis clairement. Effectivement. Parce que vous regardez, par exemple, que quand vous regardez un stade, vous regardez Bamendi, vous regardez un stade, vous regardez Token, vous regardez un stade. Moi, je vais vous dire qu'à Bafoussam, il y a 5 pistes d'athlétisme. Au Oui. nombre d'athlétisme. C'est clair. 5. À Yaoundé, vous avez Olembe, vous avez Fandena. Maintenant, vous avez le stade annexe d'Olembe. Quand vous venez à Douala, vous avez Japoma, le stade annexe Japoma 1. Donc, quand je ne compte pas Garoua, c'est-à-dire si je vais à Garoua, je vais à Limbe, je vais à Bouya, et je dis, Vous avez la une fédération Vous êtes quarantaine camerounaise, de pistes Voilà. d'athlétisme. la fédération camerounaise est l'une des fédérations qui a le plus bénéficié de toute la construction de ces infrastructures. C'est pour ça que le président de la fédération n'arrête jamais de dire merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez, on a le courage. On a perdu malheureusement l'organisation, on en parlait ici une fois, on a perdu l'organisation des championnats d'Afrique senior, Effectivement. qui l'île Maurice a récupéré. Mais juste pour des lenteurs administratives, on a envoyé la lettre au ministère. Le ministère n'a jamais répondu parce que je crois que était focus tous sur la canne de football. C'est pour ça, tout simplement pour un courrier. Il fallait que le Cameroun confirme tout simplement que oui, on donne l'aval à notre fédération. Enfin, on accepte que notre pays va abriter cette compétition. Tout à fait. On a donné une lettre, une seconde lettre, on n'a jamais eu de suite. C'est vrai, le Cameroun perd. Mais moi, je dis aujourd'hui, en termes d'infrastructure, on prend le courage de vous dire qu'on va organiser des Donc, compétitions il n'y a plus de africaines. prétexte. Il n'y a plus de prétexte aujourd'hui. Voilà. Je dis sur le plan technique. Au Cameroun, on a ce qu'il y a, j'ai failli dire, de meilleur en Afrique aujourd'hui. OK En termes d'infrastructure, en termes de ressources humaines, on a des personnes assez habilitées. En termes d'organisation, on a au moins 3 personnes qui sont récemment d'un stage en Afrique pour l'organisation des compétitions. Donc aujourd'hui, on est capable d'organiser ce qu'il y a de costaud en Afrique. On a tous les moyens pour. Tout à l'honneur de la fédération, c'est pour ça que je saluais ce dynamisme-là, qui a été Merci également bien. boosté par toutes ces infrastructures dont Bon, parce que vous de faites peur que allusion. Sylvain dise après qu'on n'a pas beaucoup communiqué, si Olivier me le permet, Ouais. je répète bien que les 12 et 13 mars, on a la deuxième journée À de Douala. championnat des meetings interclubs à Douala. Du 21 au 24, il y a la Coupe des clubs champions, le championnat des clubs champions d'Afrique francophone. Francophone. Et les 26 et 27, il y a le Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme. Donc ces 3 compétitions auront lieu à Douala, au stade de la réunification. Et nous y serons. Nous aussi. Merci bien. On va observer une pause et on se retrouve juste derrière pour la suite du débat. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Pour évoquer cette fois le tout dernier sujet au menu de cette seconde partie de l'émission. On parle de foot maintenant. On parle aussi de qui devrait nommer le sélectionneur de l'équipe nationale de football senior du Cameroun. Et aussi, on va évidemment évoquer la rencontre annoncée demain entre la Fédération camerounaise de football et les membres de l'Assemblée générale de 2009. Alors, Serge Kamdem Kouam, il sera donc question au cours de cette partie de l'émission avec Yves Désiré Kwala, évidemment Sylvain Kwambi. Ce sont nos invités ce soir. On va
parler de tout cela. On va essayer de comprendre un peu ce qui crée cette grosse polémique qu'on a donc observée juste après la décision du ministre des Sports de maintenir Antonio Conceição sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Peut-être avant de vous proposer la réaction quand même de quelques fans des Lions indomptables qu'on a rencontrés dans la ville de Douala, Serge Kamdem Kouam, est-ce que la polémique aujourd'hui au sujet de l'entraîneur, c'est une polémique que vous comprenez? C'est une polémique qui vient à un moment où les Camerounais sortent d'une canne avec un goût d'inachevé. Parce qu'on pense que notre élimination en demi-finale, bien que ce ne soit pas médiocre le résultat que les Lions ont eu, on a bien compris qu'il y avait un problème dans nos vestiaires entre certains joueurs et le staff technique. Oui. Ça, personne ne peut le nier. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a eu une sortie au préalable du ministre des Sports sur la télévision nationale où il y avait la question du maintien ou non de ce sélectionneur en place. Et il a donné ce qui semblait être pour beaucoup la position du gouvernement. Oui. Seulement dans cette démarche, pour moi, pas galante, parce que quand vous regardez le décret de 2014 qui organise la sélection nationale, on vous dit bien que l'organisation, la gestion administrative et technique revient à la Fédération camerounaise de football, avec un avis obligatoire du ministère des Sports. Ouais. Donc ça veut dire que dans un environnement serein, concerté, dans l'intérêt de cette équipe qui appartient tout à l'État comme à la Fédération, il aurait été louable et souhaitable pour tous que le ministre des Sports s'approcha ou invita le président de la Fédération pour lui donner la position qui était celle du gouvernement de façon officielle. C'est-à-dire quoi? Que le ministre demande l'avis ou l'autorisation du président de la Fédération avant de s'exprimer? Non, pas demander, mais qu'au moins ces expressions soient issues d'un entretien. Parce que le décret montre bien que les deux parties doivent converger. Seulement, il y a quelque chose que ce décret sort qui, grâce à cette polémique, est né. L'avis obligatoire ne veut pas dire que c'est vous qui décidez. Non. L'avis obligatoire, c'est quoi alors? Ça veut dire obligatoire. Ça veut dire qu'on est obligé de vous informer. C'est ce que ça veut dire en français facile. On est simplement obligé de vous informer de la position qu'on prend. De demander votre avis non, aussi? Non, pas votre avis. On est obligé de vous informer de la position qu'on aura prise. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? On n'a pas dit qu'on veut votre avis conforme. On n'a pas dit qu'on voudrait que vous soyez conforme. Ça dit que vous donnez votre position sur l'avis qu'on a pris. On est obligé de vous informer. C'est ce que ça veut dire dans le sens du droit. Et là-dessus, quand vous regardez comme ça, vous comprenez bien que pendant longtemps, dans les us et coutumes, il y a des dérapages. Et ça rejoint ce qu'on disait ici pour l'organisation des compétitions majeures où des grandes personnalités s'accaparent des choses qui ne sont pas de leur ressort. Et ce problème de coach Conceição est venu mettre au goût du jour ce dysfonctionnement dans l'application du décret qui lui-même est attaché à une loi qui est déjà caduque. Rappelez-vous que la loi de 2011 sur laquelle le décret est attaché, aujourd'hui est revue, il y a une loi de 2018. Donc, il était même louable pour le ministère des Sports de commencer par réécrire ce texte pour qu'on ait un décret actualisé qui pourrait ressortir d'autres termes qui seraient digestes peut-être pour tous. Et quand vous regardez la réaction de la Fédération pour moi a été incomprise. Pourquoi? Parce que si un problème est né devant le président de la Fédération dans les vestiaires des Lions et qu'il a vécu cela et qu'il lui incombe avec son comité exécutif de prendre la plénitude de la situation parce que ce sont eux qui ont la responsabilité de la gestion, il est normal qu'ils prennent des mesures. Maintenant, si dans la prise de ces mesures, il y a eu, vous voulez les prendre ces mesures avant d'aller vers votre tutelle, vous leur donner votre position, mais la tutelle vous a dévancé en donnant une position sur une chaîne publique, vous prenez acte de cela, mais vous attirez l'attention sur le fait que, attention, par rapport au décret, ce n'était pas à lui de le faire, en tout cas. Maintenant, vous voyez dans les réseaux sociaux un déferlement. Mais est-ce que vous avez eu l'impression, justement, Serge Kamdem Kouam, tel que vous l'expliquez, hein, oui, que la sortie, par exemple, de la Fédération camerounaise sur ce sujet, après celle du ministre, était davantage dans le sens, vous avez dit, de prendre acte, ou peut-être dans le sens d'une confrontation annoncée? Non, je pense que le président de la Fédération a voulu interpeller le ministre sur le fait qu'attention, dans l'attitude qu'il a, est-ce que c'est conforme au décret? Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Puisque le décret lui donne l'attitude à la Fédération de gérer cette équipe nationale. Maintenant, quand vous allez, alors que moi, président de la Fédération, je ne suis pas consulté, dis quelque chose sur un média,
public, fut-il, j'ai l'obligation, moi, de m'interroger. Encore que mon comité exécutif me donne la latitude de me prononcer dans un certain délai. Donc, vous comprenez que le président de la fédération était dans son rôle. Mais seulement, je pense que le message qu'on a voulu passer, où il y a une incompréhension, c'est qu'on a voulu justement déformer les propos du président de la fédération comme si c'était des propos de défiance. Non, loin n'était cela, à mon avis. Je pense que de façon logique, aujourd'hui, ça a permis à chacun, vous et moi, de relire le décret. Et comme ce décret sur la table, pour ce qui est de sa partie vraiment technique, on comprend que la fédération est dans son rôle. Donc, en réalité, on ne devrait même pas voir qu'un entraîneur arrive au Cameroun, un sélectionneur, que ce soit le ministère des Sports qui le propose. Non, c'est la fédération qui devrait faire le travail. Et aller vers le ministère des Sports simplement pour un avis. C'est-à-dire pour qu'ils ne disent pas un matin qu'il n'est pas au courant. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une partie financière qui revient au ministère. Et ça, vous comprenez bien que cette partie financière, on va vous dire qui donne l'argent doit contrôler. Ça, c'est dans le jargon, ça, c'est dans le sociopolitique. Mais dans le sens légal du droit, quand un entraîneur a des problèmes au niveau international, qui est frappé, qui paye sa sanction, c'est la fédération. Donc, on ne peut pas, alors que dans le monde entier, il y a une certaine orthodoxie de fonctionnement, bien qu'on ait un bicéphalisme à la tête de l'équipe nationale au Cameroun, qui est gérée par l'État et la fédération, ne pas nous mettre dans des conditions qu'il faudrait qu'un étranger, fût-il sélectionneur, comprenne que ce soit la fédération qui devrait avoir la main mise sur lui. Donc là-dessus, je pense, et quand tout à l'heure Sylvain, lorsqu'on parlait d'autre chose, a fait allusion au fait qu'on invective de façon ouverte, de façon totalitaire, un président d'une fédération, pour moi, ça a manqué de galanterie. On est descendu jusqu'au caniveau. Et je pense que ce n'est pas parce qu'une autorité, parce que lorsqu'on a la casquette du président d'une fédération, on devient une autorité du sport au niveau de sa fédération, on n'a pas le droit de le traiter de la sorte. Et je pense qu'aujourd'hui, il est normal que la fédération, de concert avec le ministère des Sports, trouve un accord sur cette situation. Et maintenant, quand vous allez regarder les documents qui ont fuité, vous voyez bien qu'ils sont signés de août 2021. S'ils sont normaux, et si c'est des papiers originaux, c'est signé de août 2021. Ça veut dire que déjà avant que la CAN ne puisse se jouer, on avait reconduit le contrat de M. Tony Conceição. Oui. Non, si on l'a reconduit, chaque contrat a ce qu'on appelle les clauses, soit de libération, soit de la déchéance, pour l'annulation et tout, pour la résiliation du contrat. Et parmi ces clauses, il y a des résultats. Donc, c'est important pour tous les sportifs de comprendre. Si on a voulu publier une des pages qui montre la signature des personnes, la première page qui montre, ou bien une lettre venant de la... Mais ce n'est pas comme si c'est maintenant qu'on sait que le contrat de Conceição a été renouvelé. Ah non, tel que les choses, il dit, attention, dans l'opinion publique, tout le monde, jusqu'à voir la sortie du ministre, ne savait pas que c'était reconduit. Non, ça a été reconduit. Non, j'ai dit, jusqu'à ce que les gens le voient sur la chaîne publique, voient le ministre dire, on ne peut pas le faire partie maintenant. Les gens n'étaient pas dans la logique de on ne peut pas le faire partir. C'est-à-dire le ministre donnait à ce moment-là la position qui était celle de l'État. Et on pensait que cette position était donnée avant de voir comment reconduire ou pas. Parce qu'on avait un match important qui était celui d'avril, celui de mars. Ça avait été reconduit. Bon, maintenant, même si un contrat est reconduit, comme tel est le cas, il y a des clauses, comme j'ai dit, de résiliation qui sont connues. Et ces clauses-là, je pense que la fédération, qui a forcément des outils de ce contrat, des éléments, peut étudier et voir la brèche dans laquelle elle veut se glisser pour soit garder le coach par rapport à l'imminence de la compétition, le match qui est important, les deux matchs qu'on a, ou bien aller dans le sens du ministre pour faire avec avant de voir après. Mais seulement il y a une chose qui est vraie, quand vous êtes un sélectionneur et il y a un débat de cette envergure sur votre personne, dans quel état d'esprit pour vous préparer deux matchs aussi importants? Donc moi je pense que si nous voulons donner la chance à ce groupe de nous qualifier pour la Coupe du Monde, M. Conceição, je n'ai pas de problème personnel avec lui, mais à partir du moment où lui crée un problème, au centre d'une polémique, intelligemment, on peut même le suspendre d'abord. Intelligemment. Parce qu'on a un staff pour ne pas démobiliser les troupes. Si on donne la latitude à François Mambi, qui est son adjoint, de mener les troupes. Yves dit pas lui. Non, pourquoi? Il faut laisser. Il faut laisser. Non, c'est lui, il faut laisser. Autant mieux il faut laisser. C'était quelqu'un d'autre. Non. Quelqu'un d'autre. Je voulais dire parce que c'est François Mam qui est là, qui est entraîneur adjoint quand même pour le moment. Peut-être on n'a pas vu grand-chose de lui. Peut-être il va nous dire des choses. Après, mais ce que je voulais dire, c'est que Anthony Conceição peut s'auto-amender
pour laisser la latitude à ce groupe de rester une homogénéité entre les joueurs, peut-être le staff. Ça, c'est une alternative. L'autre alternative, c'est que lui-même, Anthony, peut prendre du haut de corps les problèmes qui existent à travers la fédération et le ministère, qu'on trouve une accalmie avec ce groupe de joueurs peut-être qui ne sont pas en phase avec lui pour qu'ils trouvent un compromis. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un gentleman agreement maintenant des personnes par rapport à un objectif. Parce que c'est la nation camerounaise qui est au centre des préoccupations. Et ça dépend du bon vouloir de la fédération qui, elle, encore a les derniers mots. Donc moi, je pense qu'il faut étudier ces choses-là sans mettre les organes, comme on dit, c'est-à-dire sans mettre de la passion, mais plus de raison. Parce que, je dis, si vous êtes un sélectionneur, vous êtes adulé par le ministère des Sports et peut-être l'État, et que la fédération qui est censée travailler au quotidien ne vous porte pas à cœur, c'est vrai qu'on a vu des cas comme ça ici, hein, ce n'est pas le premier cas qu'on a. On a eu un contrat ici qui avait été signé par le ministère, la fédération avait refusé de signer, mais l'entraîneur est resté en place, il a travaillé. Donc, on ne sait pas trop si garder cet état d'esprit va être favorable pour nos intérêts collectifs. Donc, c'est la première remarque que je fais avant. Voilà, je vais peut-être lancer Sylvain Kwambi sur le sujet aussi. Il y a quand même un certain nombre de facteurs soulevés par Serge Kamdem Kwame dans ses propos. On est revenu sur la vie obligatoire. Il a parlé aussi si on était dans un environnement serein. Voilà, on se serait peut-être attendu à une sorte de collaboration effective entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, avec ce qui se passe, ça aussi, le fait que le contexte ne soit justement pas serein, c'est pas peut-être ça aussi qui cause ce problème qu'on voit à différents niveaux? Je ne me souviens pas une seule fois pendant la campagne de Samuel Eto'o, même quand il est passé président, qu'il ait tenu un propos qui visait à aller en guerre. Au contraire, je me souviens une fois lorsqu'il arrivait à la fédération, je crois que c'était dans une réunion de préparation de la CAN, il a bien précisé à toute son équipe qu'il fallait tout faire pour travailler conformément aux instructions du ministre qui est le président du comité local d'organisation par rapport à cette compétition. Et à travers ses propos, ça traduisait véritablement l'ambiance qu'il aurait voulu, du moins qu'il souhaite avoir entre la fédération, dont il est le patron aujourd'hui, et les institutions, notamment le ministère des Sports. Mais il se trouve malheureusement, parce que je vous parlais tout à l'heure des distractions, qu'il y a forcément des manœuvres qui sont faites pour tout faire et essayer de détériorer cette relation. De deux choses l'une. Tout à l'heure, Serge évoquait justement le décret de 2014 du chef de l'État qui encadre la gestion de l'équipe nationale. Et à côté de ça, il y a quand même une convention qui lie. Et nulle part, nulle part il n'est prévu un diktat de la part du gouvernement. C'est vrai, on dit soit le recrutement d'un coach se fait par signature d'un contrat ou par mise à disposition. Mais sauf que je voudrais quand même poser une question. Si la fédération n'entérine pas le contrat d'un entraîneur, qu'est-ce qui se passe sur le plan international? Voilà peut-être la question qu'il faut se poser aussi. Non, la question a toute sa place. Voilà. Mais comme nous sommes dans un cas de figure qui ne sera pas le premier, vous allez vous rendre compte que à partir du moment où cet entraîneur peut prester sur un banc de touche du Cameroun, c'est-à-dire que même sans l'avoir signé, vous avez acté son recrutement. Vous comprenez? Non, je le dis pourquoi? Parce que lorsque Clarence Seedorf et les autres entraîneurs partent, ce n'est pas l'État du Cameroun qu'ils attaquent, c'est la Fédération camerounaise de football qu'ils attaquent. Alors, pour que vous puissiez m'attaquer légalement face à la FIFA, il faudrait bien que vous ayez un contrat où ma signature est apportée. Donc, si la FECAFOOT refuse un jour de signer le contrat d'un entraîneur, qu'est-ce qui se passe sur le plan international lorsque cet entraîneur se retrouve, par exemple, licencié par le ministère et tout? En fait, je le dis pourquoi? Parce qu'il faut toujours mettre en exergue la collaboration entre les deux entités pour éviter justement qu'on se retrouve face à ce genre de cas de figure où, après le limogeage d'un coach, on ne sait pas exactement ce qu'il y a lieu de faire. Sur le cas Conceição particulièrement, je suis de ceux qui pensaient que c'est quelqu'un qui, dès ses premières approches, il m'a fait penser à Hugo Broos, qui pour moi, sur les 10 dernières années, reste l'un des meilleurs coachs que le Cameroun ait recruté. Du moins, de ceux qu'on appelle entre guillemets sorciers blancs. Mais à mesure qu'on avançait, on s'est bien rendu compte que, excusez-moi les propos, c'est un guignol. C'est un guignol. Et
la gestion de cette CAN. Parce que les gens sortent les statistiques pour nous embrouiller, mais il n'y a pas un seul match véritablement. Je dis, il n'y a pas un véritable match important. Non, vous pouvez gagner 10 victoires et la victoire où on vous attend, vous la perdez. Ça balaie toutes ces statistiques-là. Et c'est le match le plus important qui compte. On ne va pas venir voir que Serge a gagné 40 matchs amicaux et lorsqu'on veut maintenant le match qui nous donne le titre, il vient perdre ce match-là et on veut s'appuyer sur les 40 matchs amicaux gagnés pour justifier la défaite du match le plus capital. Mieux encore, il gagne les matchs amicaux contre quelle équipe? Voilà, et contre quelle équipe? Alors, on a été face à un match où on aurait pu gagner, mais on a bien vu, tout le monde, tous les observateurs sont unanimes de ce qu'on gagne ce match sur le coaching. On perd sur le coaching. On perd ce match autant pour moi sur le coaching en demi-finale de la CAN. La preuve, la même bêtise s'est reproduite lors du match de la 3e place, où par extraordinaire, un coach réussi quand même par extraordinaire, à changer tout un effectif. Résultat de course, on a vu ce que ça a donné. Il a fallu des interventions pour que justement on en arrive à remonter ces 3 buts-là et finalement remporter au tir au but. Donc, dès la défaite, je dis bien, dès la défaite face à l'Égypte, le limogeage de Conceição devait déjà être sur papier. Et une fois la 3e place terminée, qu'il lui soit simplement notifié. Je dis, il n'y a même pas d'autre... C'est-à-dire aujourd'hui, l'argument qui a avancé, oui, voilà, le Cameroun vraiment c'est un argument, un match l'Algérie. important contre l'Algérie. Honnêtement, on n'a pas besoin prochain, on n'a pas besoin de Conceição, on n'a pas besoin, au contraire, on est même plus en danger d'aller disputer cette rencontre avec Conceição. On n'a pas besoin de Conceição selon vous. Il ne faut pas François Mendy selon Yves. Non, je parle de Conceição. Je ne suis pas encore arrivé sur qui peut... parce que si Conceição n'est pas là, il faut bien quelqu'un. Je dis bien, on est même plus en danger de disputer ce match avec Conceição sur le banc de touche que rassuré. Donc, au regard de la gestion du match contre l'Égypte, qui malheureusement n'était pas fameuse, ce n'est pas l'équipe flamboyante d'Égypte qu'on a souvent connue dans les années antérieures. Et on a vu quelles sont ses limites. Contre la Côte d'Ivoire ici, honnêtement, ça s'est joué beaucoup plus au mental des joueurs. Ça s'est joué beaucoup plus au mental du joueur, mais pas dans le coaching. On a vu à chaque fois qu'il est face à des matchs importants, et il est même presque dépassé, il ne sait même pas exactement ce qu'il faut faire. Mais contre le Burkina Faso, c'est pareil. C'est le mental des joueurs qui fait qu'ils fassent la remontée. Et curieusement, des gens sont venus nous parler, c'est-à-dire des personnalités viennent quand même sur le plateau et poser la question de savoir Rigobert, on sait qui, quand on évoque son nom comme être sélectionneur. Mais le Guignol dont on a sur le banc de touche actuellement, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le football? On le connaissait où? Avant qu'il ne vienne se faire du prestige avec la sélection nationale du Cameroun. Vous voyez jusqu'où on déroute la jeunesse sur des efforts qu'il faut présenter comme modèle de société. Donc, on a quand même une icône sur le banc de touche. Je reviens maintenant, on a quand même une icône sur ce banc de touche qui, par ailleurs, est l'adjoint en chef numéro 1. Mais il y a un clanisme qui s'est créé dans cette équipe nationale pour le mettre hors d'état, pour le mettre en mal. Généralement, rarement, sur un banc de touche, on a vu l'adjoint assis dans les tribunes. Et c'est régulièrement le cas pour Oman Biyik. Et vous voyez d'autres guignols à côté là qui donnent des instructions, vous ne savez même pas ce qu'ils font. Et à la fin, on n'a rien véritablement qui puisse rassurer les Camerounais. Non, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et au moins sur ce plan-là, la fédération, sans le zèle dont on veut lui prêter, a simplement rappelé à sa tutelle que oui, nous sommes d'accord que vous êtes notre tutelle. Mais on pense bien que pour ce type de sujet aussi sensible, surtout que la population s'est déjà accaparée de l'affaire, on aurait pu gérer ça autrement. Et à cela, on vous rappelle simplement des dispositifs. Des gens viennent nous parler qu'on ne peut pas donner des leçons de droit. Est-ce qu'on est là pour donner des leçons de droit? On est simplement là pour rappeler que, grand frère, comme vous voyez là, je pense qu'on peut essayer de discuter un peu, parce que là, quand même, ça brûle. La population réclame la tête de Conceição a raison. Et vous vous mettez sur un plateau, vous dites que... Bon, revoyez un peu cela. Donc, il est clair que il y a, et c'est pour ça que je dis que c'est de la distraction. En fait, on crée une affaire dans une affaire pour distraire le peuple de ce que il y a quand même un bilan de la CAN à faire et personne n'est prêt à se lancer dans ce bilan. La preuve, depuis pratiquement un mois que la CAN est finie, personne
ne parle. Vous n'avez pas vu un seul bilan, vous n'avez pas vu un seul rapport. Donc, selon vous, c'est fait Voilà. à Mais dessein, oui, c'est alors. fait à dessein. On crée une affaire dans une affaire parce que là, heureusement que, pour ceux qui croient qu'il est aussi idiot que ça, heureusement que c'est quand même quelqu'un doté d'une certaine intelligence. Et vous avez vu, même quand son comité exécutif l'a mis sous pression pour se prononcer sur le cas du coach, vous avez vu comment il a essayé de prendre quand même un temps de recul pour mettre un peu de sagesse avant de véritablement se prononcer. Et aujourd'hui, s'il tout de suite, il s'était lancé dans l'émotion dont on lui connaît, parce que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un d'émotif pour ceux qui l'ont connu, s'il s'était lancé dans cette émotion, il serait entré en froid avec le coach, ça devait continuer d'alimenter. Il y a eu un article de Jeune Afrique qui est apparu et qui a disparu aussi. Oui, après ça, c'est en tant que suivait. journaliste, vous savez comment ça se fait. Voilà. Si je veux la tête de Serge Kamnen comme demain matin, je vais passer par toutes les méthodes journalistiques pour essayer de le mettre en mal. Si je veux qu'il soit, je ne sais pas, nommé ou plébiscité par quoi que ce soit, je peux également procéder par les moyens journalistiques dont je dispose. En pour français également, facile. En français facile, c'est simplement pour dire que il y a eu un scoop et ça, ce n'est pas caché. Le nom de Rigobert Song, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a Patrick Mboma également, il y a d'autres coachs, il y a le Camerounais qui a remporté la Coupe de la CAF. Leur état des services. Ah oui, parce que Yves à un moment, demande c'est bien. leur Qu'est-ce qu'on appelle ouais, état des c'est bien services de présenter des noms. Aliou mais là- Cissé. Vous pouvez me donner ses états des services avant qu'il ne remporte la CAF? Non, moi, vous savez, je ne veux pas rentrer, c'est pas... Dépassionnant, c'est- dépassionnant, ça. Non, Non seulement ce que des je veux- passionnants, ce et que- puis restons, parce que je crois qu'elle a un canevas. Ce que je veux dire, c'est c'est qu'il faut qu'on arrête de s'auto-flageller D'accord. nous-mêmes pour des intérêts égoïstes. D'accord. Il Yves. va parler d'abord. Yves, ouais. Je veux dire que, avant peut-être que de me poser peut-être la question éventuellement, ce que je voudrais dire, c'est que je ne souhaiterais honnêtement pas être à la place du président de la Fédération camerounaise de football, actuellement. Parce qu'il vous a donné rendez-vous mercredi, si je ne me trompe. C'est mercredi. Fort heureusement, il est pas au Cameroun, il est à Banjul, avec les dames. OK, avec l'équipe senior dames. Il reviendra forcément un jour. Alors, il est entre le marteau et l'enclume. Il a à droite le peuple, à gauche, il a le gouvernement. Ouais. S'il dit qu'il le maintient, le gouvernement va lui faire la bise au front, le peuple, qui voit en lui le messie, l'homme qui va changer au moins le football au niveau local, ne va pas accepter qu'il ait validé la reconduction de cet entraîneur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça va le mettre en mal forcément avec l'une ou l'autre des parties. S'il dit non, je ne le maintiens pas, il sera mis à dos avec l'État camerounais. Parce que j'ai vu, si je ne me trompe pas, comme ça, le ministre a fait sa déclaration. Je crois que le SGPR a dit qu'il a entériné, je crois bien. On avait déjà envoyé C'était même bien fait depuis. Ah ben voilà. Donc, après, la chronologie n'est pas beaucoup. Mais je voudrais dire que si vous regardez, dans le gouvernement a une position. Ouais. OK? Oui, lorsque vous voyez Ça me rappelle la veille du des... secrétaire général. Si vous La regardez... sortie du ministre même, si vous vous souvenez la veille... Vous comprenez de manière claire que le gouvernement a une position par rapport à cet entraîneur. Moi, ça Et m'a cela rappelé... justifie le fait que ces sorciers blancs, pour combattre justement ces sorciers blancs quand ils arrivent, il y a des gros deals qui sont faits derrière. Moi, j'ai donc l'impression qu'il y avait, et c'est pour ça que j'avais dit que et le ministère je voulais des Sports, souhaiter que, il y a tous des deals qui sont faits avant, derrière. malheureusement, on ne sait finalement pas ces quand est-ce que contrats-là. son contrat était renouvelé, avant que les lobbies ne se créent autour de cette histoire, honnêtement, le président de la Fédération aurait dû l'enlever très rapidement. Mais malheureusement, comme ça s'est fait, alors on n'a pas eu le temps de s'en rendre compte, parce qu'on était embrouillés, tu pas de distraction, on nous perd dans un événement, en nous faisant oublier un autre. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc je voudrais dire que le président de la Fédération est très mal placé aujourd'hui. S'il dit non, Ouais. je ne reconduis pas, c'est contre l'État. Moi, ça m'a rappelé la veille des élections à l'Africa Foot, où on a vu des ministres dire que non, celui qui parle de l'Africa Foot, c'est Louamon Joya. Un est sorti, 2, 3, non, je dis à moi, arrêtons. Après, il y a eu l'élection, c'est passé. Aujourd'hui, vous voulez commencer à aller voir, ils sortent. Mais on a l'impression que c'est une espèce de lobbying qu'on a mis autour de quelque chose. Et c'est pour ça qu'en dehors de distraction, quelqu'un va vous dire que vous avez dit que peut-être qu'il y a des comment vous appelez ça, des rétrocommissions derrière. Ça laisse penser à tellement de choses parce que je ne connaissais pas l'article que j'ai suivi depuis hier sur la gestion administrative, technique des sélections nationales. Elles sont de la compétence de la fédération. Ouais, c'est dans le décret. Je ne le connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas ce décret. Ça, je le dis très humblement. Je l'ai appris hier. Et quand j'ai dit donc c'est ça, j'ai dit mais qu'est-ce qui fait débat? Maintenant, la gestion financière
Donc, payer les coachs, payer les joueurs et compagnie, ça relève du ministère des Sports. Mais Et la fédération. comment vous appelez ça? Il y a division de la fédération. partagé. Ça veut donc maintenant dire que, comment on dit, il y a, comment on appelle ça, division des pouvoirs, non? C'est-à-dire que vous avez 3 pouvoirs au Cameroun, chacun fait son rôle. Pourquoi est-ce que ça devrait nous créer autant de problèmes aujourd'hui pour un seul entraîneur? Maintenant, pour revenir sur le cas, parce que tout le monde a eu sa belle excuse. On a match, il y a le match, la double confrontation contre l'Algérie. Moi, je suis entièrement d'accord. On a joué contre l'Algérie. On a joué combien de Coupes d'Afrique des Nations? Les 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Essayez de vous rappeler. Je crois qu'on en avait 4 sélectionneurs différents. 4. Ça veut dire que on est comme l'homme le plus infidèle du monde, qui change de femme chaque jour. Mais maintenant, ni les joueurs, ni les entraîneurs, par rapport à la date du 24, ne peuvent être dans la moindre sérénité du monde. Ça veut dire que l'entraîneur n'est pas sûr que c'est lui qui va aller. Maintenant, il y a certains joueurs qui étaient peut-être en train d'entrer dans le système de jeu, comme vous appelez ça au football là. Certains qu'on a vus à la CAN, là, Oui, entrer dans un système de jeu qui permet au Cameroun de gagner. Et il y en a toujours. Vous avez votre excuse. Moi, j'aime bien les sports collectifs, Sylvain. J'aime bien les sports collectifs parce que vous avez des joueurs, vous prenez. Il sait à quoi? C'est un bon joueur de banc de touche. Il est quoi? C'est un bon gars de vestiaire. Vous pouvez avoir cette chance parce que vous êtes nombreux. C'est un match important, on perd. Maintenant, je voudrais dire que il y a des joueurs qui ne sont pas certains d'être retenus par le prochain entraîneur. L'entraîneur n'est pas certain d'être là. Donc, il n'y a aucune sérénité. Nous sommes à quoi? Bientôt un mois, à moins d'un mois. Parce qu'on est le 22 aujourd'hui. Elle est censée publier. Elle va publier par qui? Pas le sélectionneur qui sera là. Qui sera là? D'accord. Maintenant, pour aider tout le monde et que les gens comprennent, parce que j'ai réagi tout à l'heure clairement, je dis et je maintiens, Sylvain, quel que soit le cas de figure. Je suis Camerounais. J'ai mis le vert ou jaune dans ma vie, dans quelques disciplines que ce soit. Quand le Cameroun joue, je ne suis pas sûr qu'un expatrié et moi avons le même ressenti. Moi, assis, au banc de touche, je m'appelle François Omambéik, qui a fait bouger le Cameroun. Il m'a fait à l'époque gagner, je crois, 500 francs. J'ai fait un pari à ma soeur que le Cameroun ait gagné. On était encore gamin. Omambéik, c'est Omambéik. Si Omambéik se lève, à Japoma, en Fandena ou à Olembe, il pousse Sao. Il dit maintenant je parle. J'ai vu l'entrée des gardiens égyptiens, comment il s'appelle El Hadari. Combien de fois il s'est levé pour parler? Il mettait Kéro à côté. C'est Kéros, je crois. Il mettait à côté. François Omambéik, je suis Camerounais, moi je me lève et je dis, va t'asseoir maintenant, je parle. Mais vous avez sur le même banc de touche, chacun son rôle après. Vous avez les team managers, team, je ne sais pas quels sont leurs rôles. Mais à un moment, parce que tu es Camerounais, fier d'être Camerounais, un expatrié ne peut pas venir me parler au banc de touche. On est mis 3-0 contre qui? Le Burkina Faso. À quel match? Troisième place. Je reste assis comme ma grand-mère qui est immobile parce qu'elle ne bouge plus, elle est comme ça dans son siège. Je dis non, excusez-moi. Je saute les grilles, je viens dans le stade, je dis pousse-toi. Je parle maintenant. Ils sont d'accord là-dessus? Je ne sais pas que je vous dis aujourd'hui. D'accord. Ça m'a donné. C'est pas la nature de François. Je suis d'accord. Pour dire quoi? Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Pour dire quoi? Il ne m'a pas. C'est-à-dire, il a manqué l'occasion d'arracher cette place-là. Aujourd'hui, moi, Camerounais, je ne suis pas sûr que Omam est, vous savez ça quoi? La baraka pour aller entraîner notre équipe. Ok. Je m'arrête là. Merci. Serge, rapidement, et puis on va Ce proposer un que force Yves pop. Désiré vient de dire est d'une pertinence que personne ne peut contester. Maintenant, sans être forcément un avocat de l'entraîneur adjoint François Omambéik, remarquez bien que depuis qu'on a mis ce staff en place, cet entraîneur, avec toutes les compétences qui lui sont reconnues, ne s'est jamais retrouvé sur le même banc qu'Antonio Conceição. C'est-à-dire, la mafia, on peut appeler ça en guillemets, l'a broyé depuis la nomination. Ça veut dire que la mission qu'il a toujours eue, c'est de voir le match d'en haut et les autres sur le banc. C'est ce que tu n'as pas remarqué. François n'a jamais été sur le banc avec Antonio Conceição. Bon. Non. Jamais. La preuve, quand on regarde le banc, tu as vu François là-bas? Il n'est jamais là. C'est-à-dire, c'est un entraîneur adjoint de fait dans le décret. Mais, donc, comme il dit, Conceição est venu... Je veux ajouter de là votre moulin. Si Conceição prend un rouge, celui qui doit prendre les règnes, c'est François Omambéik. Oui. Or, sur le plan des actes sur le banc, et comme les gens qui s'asseyent sur le banc technique sont inscrits régulièrement sur la feuille de match, si le nom de François n'y est pas, même s'il est au gardé, il ne peut pas descendre. Techniquement, ce n'est pas permis.
Vous comprenez? Je voulais ici que tu comprennes le bénéfice qu'on peut lui accorder. Maintenant, si nos dirigeants ont laissé que ça se passe comme cela, et quand vous regardez, regardez bien la nomenclature de nos sélections nationales depuis le CHAN, hein, vous voyez, on nomme une pléthore de personnes autour de l'équipe. Vous ne savez pas trop qui fait quoi. Les gens sont là. Et comme il dit, personne, on ne sait pas. Quand vous voyez le sélectionneur se lever, vous le connaissez. Après, quand un autre se lève, vous ne savez pas quel est exactement qui il est et quelle est la mission qu'il a. Et ça crée un imbroglio autour d'une sélection nationale. Et je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment clarifier les rôles. Vous avez vu, j'ai rien contre le personnage, hein, mais quand vous voyez quelqu'un qui passe de agent de liaison à coordonnateur adjoint, je ne sais pas à quel moment la mutation s'est faite. Vous voyez un traducteur, un simple traducteur qui devient entraîneur adjoint. Voilà, donc c'est autant de gabegies qui sont visibles à ce niveau-là. Donc je voulais, si c'est ça l'élément qui a amené tout à l'heure Yves Désiré à ne pas voir en François le potentiel successeur, je voudrais qu'il reconsidère sa position. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi honnêtement, quand je ne sais pas quelque chose, quand je prends, j'ai l'info. Voilà. Maintenant que je suis en décharge, mais moi, jusque-là. Jusque-là, ça l'empêchait pas. Ça n'empêche pas de franchir les haies, là. Non. Parce que si François Mambéi vient en ballant, on va ouvrir la grille à licence. C'est quand même François Mambéi qui a le temps. Non, pas par un canne. Ce n'est pas les affaires des Camerounais. Je voulais ça n'a rien à voir. C'est François Mambéi. Ah non, je vous dis voilà, il n'y a rien à voir. Écoutez, laissez les problèmes de sentiments, de passion, les organes. Les organes. Non, laissez ça. Non, lorsqu'on est en train de faire une compétition majeure comme la CAN, ceux qui sont chargés de la sécurité là, ne laissent personne qui ne soit pas inscrit sur la main courante. Vous voyez même les joueurs réservistes. Ça y est, les 28, vous voyez qu'il y a quelques joueurs sur le banc, d'autres à la tribune. Ceux-là sont sur une zone bien ciblée, avec des gens derrière qui font la sécurité pour eux. Et après le match, vous allez vous soit à la pause ou quoi, on les fait rentrer, parce qu'on les a identifiés. Et ils ont des badges. Vous comprenez? Donc, n'allons pas, parce qu'on est patriote, comme c'est au Cameroun, penser que François va travailler. Non. Ne donnons pas à quelqu'un, n'allons pas lui dire de respecter ou bien de désobéir aux instructions, parce que c'est François Mambéi. Non. Ce que je voulais maintenant dire, c'est quoi? Pour terminer, parce qu'on va proposer quand même la réaction de quelques fans par rapport à cette actualité-là. Certaines indiscrétions ont montré que pour le match Cameroun-Égypte, qui est le match qui a fait mal, parce que Cameroun-Burkina vient qu'après, le match Cameroun-Égypte, certaines indiscrétions ont montré que François Mambéi voulait que Tchoupo joue. C'est-à-dire, il voulait qu'il joue, d'après certaines indiscrétions. Et quand vous voyez la pléthore des personnes, des joueurs qui chaque fois étaient réservistes et n'apportaient pas grand-chose lorsqu'ils rentraient, vous posez la question, mais attendez, dans un match aussi capital, vous dominez quelqu'un psychologiquement, vous êtes chez vous, vous avez l'équipe la plus agile sur le terrain, mais pourquoi ne pas changer de méthode quand c'est bloqué? L'Égypte avait pour mission simplement de nous amener au tir. Parce qu'il fallait compliquer la chose pour nous, pour que sur le plan mental, nous puissions craquer. Et ils ont réussi à ça. Donc il fallait réussir à improviser. Maintenant, on parle de la tactique. Parce que les gens ne comprennent pas. La tactique, c'est un terme militaire qui intervient pendant le jeu. Et pour faire la tactique, il faut être quelqu'un qui a étudié ce que l'adversaire fait sur le champ, improviser pour lui apporter quelque chose qu'il n'a pas prévu. Donc là-dessus, quand vous avez un entraîneur qui, même pour le message qu'il parle, vous n'êtes même pas sûr que le joueur écoute, et si l'interprète, alors là, vient crier au même moment que lui, vous savez pas ce que l'interprète fait au même moment sur le banc, c'est compliqué. Donc il y avait un problème de communication réel entre M. Conceição, sélectionneur, et son équipe sur le terrain. Et quand vous regardez même la réaction de certains joueurs cadres de cette équipe-là, bien que la CAN n'a pas été que négative, tout à l'heure on parlait de certaines cohésions, il y en a toujours. Parce que lorsque les gens se mettent ensemble dans le football, il y a des éléments qui naissent, des automatismes qui naissent, il y a quelquefois aussi des problèmes de crise qui vont venir, mais au moins, il y a des éléments qu'on peut capitaliser dans l'intérêt de cette sélection-là. Donc moi, j'aimerais ici qu'on donne la latitude à la fédération, qui est proche et qui a pour mission de faire gagner le Cameroun pour la Coupe du Monde, parce que retenons que le premier perdant en termes de rentabilisation, c'est la fédération. Parce que le budget d'une fédération sur 4 ans, sur un mandat olympique, une Olympiade est basée sur la Coupe du Monde en priorité, la qualification en Coupe du Monde. Donc le Cameroun et la fédération, plus que quiconque, a intérêt à ce qu'on se qualifie. Et je pense qu'il faille, sur cet angle-là, pour les Camerounais, lui accorder le bénéfice, ne serait-ce que du doute pour le choix ou bien pour les décisions qui vont être prises. On va vous proposer quand même la réaction de quelques fans de foot que nous avons rencontrés ici à Douala, ce qu'ils pensent justement de cette polémique autour de la nomination du coach des Lions Indomptables. Nous avions à la tête de l'Africa Foot, à l'heure où nous parlons, un technicien et quelqu'un qui a un bon carnet d'adresse et qui maîtrise bien la chose. Il faut tout simplement que les politiques
lui donne la latitude et la possibilité de mieux travailler. Si on ne le fait pas, on n'est pas en train d'avancer. Ça ne sert à rien de le stresser ou bien de le mater pour lui empêcher de bien faire son travail. Il faut... Nous avions à la tête de la FECAFOOT, à l'heure où nous parlons, un technicien et quelqu'un qui a un bon carnet d'adresse et qui maîtrise bien la chose. Il faut tout simplement que les politiques lui donnent la latitude et la possibilité de mieux travailler. Si on ne le fait pas, on n'est pas en train d'avancer. Ça ne sert à rien de le stresser ou bien de le mater pour lui empêcher de bien faire son travail. Il faut qu'on sache faire la part des choses. En ce qui concerne la vie de footballeur de Samuel Eto'o, en ce qui concerne l'activité personnelle de Samuel Eto'o, ça n'a rien à voir avec le bien-être des Camerounais. Nous tous, nous pensons football. L'enfant qui est là aujourd'hui veut apporter la clarté dans le football camerounais. Que le ministère laisse les mains libres à Eto'o de faire ce qui est de son droit. Je ne vois pas pourquoi on doit lui mettre les bâtons dans les roues. On a souhaité tant que le football revienne aux footballeurs. À l'occurrence, l'actuel président a fait ses preuves sur le terrain. Il a l'expertise et le vécu. Donc je ne pense pas que ça devrait être du ressort du ministère de nommer des entraîneurs. Laissez-vous nommer les entraîneurs pour être à la disposition du président de la fédération. Qui va gérer l'entraîneur? L'entraîneur doit être nommé par le président de la fédération. Nous voulons le meilleur football au Cameroun. Et le coach portugais est incapable. Il ne peut rien nous apporter. Et on ne peut rien gagner avec le coach portugais. Parce que quand on regarde le parcours, son parcours, tout ça, tous ces matchs même qu'on dit qu'il a gagné, il a gagné 24 matchs, tout ça, c'était le hasard. Ouais. Il n'est pas sûr de lui. Et il n'est pas charismatique. Nous ne voulons plus le désordre dans ce Cameroun. Il faut respecter les tests. Je le dis et je le répète. Le président Biya a toujours dit de respecter les tests. Il faut que ça cesse, que le ministre laisse Samuel Eto'o, notre petit travailler. Nous voulons les jeunes qui doivent arriver, donner du nouveau souffle dans notre gouvernement ou dans notre République pour que les choses fonctionnent bien. Vous en souhaitez des sujets après. Retour en plateau, vous avez évidemment suivi ces différentes réactions et d'après ces fans de foot, il revient à la Fédération camerounaise de football de nommer le coach, évidemment avec tout ce que cela contient. Est-ce qu'aujourd'hui quand même, Sech Kamdem Kwam, le véritable débat, la véritable bataille, c'est pas justement la reprise en main même de cette gestion dans tous les départements des équipes nationales, qu'il n'y ait plus de ministère qui intervient et autres, qu'il n'y ait plus de conventions financières entre différentes parties, mais que la fédération, point barre, gère les sélections nationales. Appeler ça bataille serait fait comme si nous sortons de l'orthodoxie. Non. Regardez ce qui se fait partout ailleurs. Dans les pays sérieux, la fédération est responsable des sélections. Seulement, comme au Cameroun, on a voulu faire de l'équipe nationale une affaire d'État. Ça veut dire que la fédération seule ne peut pas s'en accaparer. Le décret, pour moi, il est assez clair parce que si au moins vous avez la gestion administrative, technique, et que le financement est partagé, pourquoi le ministère ne peut pas rester en retrait, faire des observations, peut-être à la fédération s'il y a des orientations à donner, et lui laisser le soin de prendre ses responsabilités. Parce que le premier bénéficiaire des retombées d'une prestation honorable de l'équipe nationale, c'est encore la fédération parce que c'est elle qui y gagne en termes de prestance, en termes d'honneur, en termes de subsides. Donc, et l'État, lorsque c'est bien géré, forcément, a les honneurs. La preuve, c'est que toutes les victoires sportives sont capitalisées politiquement. Tout à fait. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi, en dehors d'un soupçon, parce que, rappelez-vous quand même qu'il y a des années, l'équipe nationale était utilisée comme étant des chefs, les sélectionneurs étaient comme des chefs de service. Et vu sur cet angle-là, on peut comprendre la bataille, parce que lorsqu'il faut mettre là-bas un Camerounais, vous savez que les salaires là-bas se chiffrent en millions. Les gens ont donc cet obscurantisme intellectuel, quelquefois, je peux dire ça comme ça, de penser qu'il faille à tout prix mettre quelqu'un qui sera mieux rentabilisé que soi-même si on a le cadre le plus élevé. Il faut qu'on sorte, qu'on se départisse de cette façon de penser et qu'on regarde le joueur professionnel dans son entièreté. Quand nous avons un Zambo Anguissa qui est au Naples, son salaire tourne autour du million. C'est dans des millions. Si vous mettez un sélectionneur à côté de lui qui ne gagne pas des millions, il est fort probable qu'à un moment donné, vous ayez un problème de respect. Parce que le gars est capable d'acheter des coachs comme lui
plusieurs et il va faire ce qu'il veut. Donc, pour nous, il faut rémunérer de façon décente le sélectionneur, mais il n'est pas obligé, comme entre guillemets on le fait savoir, d'être un expatrié. Donc les Camerounais doivent franchir ce cap. Et je pense que la bataille telle qu'elle est faite par le président de l'Africa Foot, qui est quelqu'un qui a vécu le monde entier en tant que grand joueur, qui a vu ce qui se fait de bien partout, qui rêve de mettre cela dans son pays. Je pense que sa devise aujourd'hui, c'est de faire que le Cameroun soit une grande nation déjà qu'on respecte, mais qu'au niveau de son organisation, de sa gestion du football, s'aligne sur l'orthodoxie mondiale, sans pour autant faire entrave à la volonté de son pays sur le plan politique. Laisser le ministère rester. Que justement, sur le plan politique, excusez-moi Serge, je vais poser la question à Yves Désiré Ekwala pour revenir évidemment sur ce combat-là, entre guillemets, que déclenche aujourd'hui la sortie du président de la Fédération camerounaise de football à propos du sélectionneur. Il y a un décret qui est là. Voilà. Est-ce que la solution aussi, c'est pas d'aller à la source même du problème, de revoir ce qui ne fonctionne pas et qu'on ait des textes propres, clairs et pour tout le monde? Oui, mais pendant plusieurs années, je crois, pendant 6 ou 7 ans, on a parlé de la normalisation au Cameroun. Je pense que pour normaliser, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Il faut donc normaliser. Je ne sais pas quels sont les textes qui ont été normalisés, qu'est-ce qui a été donc refait, qu'est-ce qui a été nettoyé, qu'est-ce qui a été toiletté. C'est les grands mots qu'on utilisait ici chez nous. Tu n'as pas compris? C'est la loi qui a été toilettée. Ah d'accord, ok. On a vraiment le texte. Ça, c'est depuis au moins bientôt 15 ans qu'on ne fait que parler de loi, de texte, de match. C'est le même texte tous les ans. Mais franchement, si on ne fait rien, c'est un problème. Parce que chez nous, on est très fort. En texte, on est très fort. Mais à les appliquer, c'est très compliqué. Voilà un petit truc. Enfin, il ne faut pas être super juriste. Il ne faut même pas avoir le bac pour comprendre que papa, je vais dire n'importe quoi, papa paye le loyer et maman achète de la nourriture à la maison. C'est-à-dire que chacun a un rôle bien précis. Pourquoi est-ce qu'il faille encore qu'on revienne discuter sur des choses qui sont déjà prédéfinies? Que chacun respecte ses affaires. Chacun, c'est comme un contrat. C'est-à-dire que c'est des clauses. Vous dites que Conceição devait nous qualifier pour la Coupe du Monde et gagner la CAN. Il n'a rien fait des deux. S'il n'a pas fait... Il y a encore un dernier match quand même, deux derniers matchs quand même. Pour atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, non, il a déjà un contrat, c'est un contrat. Un seul objectif raté, on peut annuler ce contrat. Il en avait 2. Bon, c'est pas ça le problème. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que chacun a un rôle à jouer, que chacun joue son rôle, full stop. Arrêtons de discuter de midi à 14h, parce que maintenant, chacun sait qu'est-ce qu'il doit jouer, quel est son rôle à jouer. Les textes, maintenant, sont là. Que chacun respecte. C'est-à-dire que vous êtes juriste ou pas, vous connaissez votre rôle, vous savez ce que vous avez à faire. Mais faites donc ce que vous avez à faire. Il faut simplement dire que on a souvent reproché à la fédération de n'avoir pas les moyens pour gérer un coach. Mais c'est simplement parce que justement, on propose des salaires faramineux à ces coachs-là pour empêcher la fédération de trouver des coachs qui peuvent payer à leurs propres moyens. Aujourd'hui, la logique ou alors la vision cachée derrière ce combat de la fédération, c'est de réduire les coûts en termes de salaire des coachs. Si on prend un entraîneur local, autant pour moi, à qui on peut donner 10 millions, 15 millions, mais ça réduit les coûts que de donner 50, 60 millions, 70 millions à un guignol qui met le cœur des Camerounais en suspens. Et cela, justement, cache cette affaire de rétrocommission qui est régulièrement soupçonnée dans ces contrats qui sont généralement gérés sous très haute instruction de la présidence de la République et le ministère des Sports. Et ces deux se font des passes, oubliant qu'en fait, parce que généralement, qu'est-ce qui se passe pour le ministère par rapport à la dernière note qu'on a vue avant que ce débat autour, c'est-à-dire il demande à la présidence, est-ce qu'on garde le coach? La présidence lui dit oui, sous très haute, le SGPR lui dit oui, sous très haute instruction, gardez le coach. Et est-ce que ça respecte finalement le décret? Est-ce que finalement ça respecte? C'est bien, c'est pour ça qu'à ce niveau, cette démarche-là, ça respecte le décret. C'est-à-dire, ça se gère entre la présidence et le MINSEP et la FECAFOOT subit simplement. Or, le décret, honnêtement, ne dit pas des choses. Si vous voulez compter les avantages qu'on aurait en prenant un entraîneur national, enfin local, si vous voulez que j'appelle ça comme ça, vous réduisez le salaire. Vous êtes certain qu'il vit au Cameroun. Vous êtes certain qu'il y a un problème linguistique. Vraiment, on n'a aucun obstacle linguistique. Ils parlent français ou anglais. Les joueurs là ne parlent que les deux langues. Enfin, de manière usuelle, ils parlent tout ce qu'ils veulent, mais bon, c'est ce qu'on dit au Cameroun. Mais c'est autant de choses qui font en sorte qu'on n'a pas besoin de dépenser autant d'argent pour rien.
Pour rien, justement. Et c'est pour ça qu'il dit, on ne peut pas payer un entraîneur à 50, 60 millions, alors qu'on a la possibilité d'avoir nos locaux ici. Et ça nous fait des réductions en termes... D'ailleurs, malheureusement, ils sont parfois soupçonnés de corruption. Lorsque lui, il a 50, 60 millions, l'adjoint à 9. Oman Biyik, lui, il a combien? Peut-être 9 maxi. Alors, Oman Biyik, lui, il a combien? On va vous dire qu'il est conseillé comme étant fonctionnaire. C'est pour dire que s'il y a un choix à faire, on enlève ce guignol le plus tôt possible. On maintient François, ou tout au moins on nous amène un autre coach, à l'instar de Rigobert Song, même si certains ne veulent pas suivre son nom, mais Rigobert Song, en termes d'aura, de prestige, et même de qualité, on n'en est pas encore tous là. Les droits et tous les devoirs on n'en est pas encore là. entraîner cette sélection nationale. Au même titre que toutes les anciennes gloires qui ont fait il y a quand même cette rencontre-là annoncée demain entre le président de l'Africa Foot et les membres de l'AG de 2009. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être attendre de cette rencontre, surtout que le championnat est annoncé pour le 12 mars 2022, justement. Je vais finir par ta question. Permets-moi de dire un petit truc sur le sujet. On est en fin d'émission. Oui, c'est pour finir, justement. J'aimerais quand même dire que le président de la fédération, en tant que grand joueur de football, doit désormais, avec la casquette de président, intégrer un petit côté politique. Donc, il doit pouvoir jouer les deux pour s'en sortir dans l'environnement dans lequel nous sommes. Vous trouvez que ce n'est pas encore le cas Même s'il le fait, pour moi, il doit améliorer encore. C'est-à-dire on doit trouver les moyens de communiquer sur cet angle-là. Maintenant, pour revenir à la question, je voulais louer ici l'initiative du président de la fédération, qui, dans son discours, après qu'il ait été élu, a voulu rassembler toute la grande famille du football. Exact. Et l'humilité qu'il affiche dans l'envie de rencontrer toutes les parties démontre de sa détermination à fédérer. Et je pense qu'on ne refuse pas l'objet, on ne refuse pas l'appel, on peut refuser l'objet. Mais il est important pour ces membres de 2009 qui nous suivent de se présenter à cette convocation, à cette invitation d'ailleurs, pour écouter ce qui va leur être dit. Et chacun ira faire son introspection pour voir s'il est plaisant qu'on ait passé près de 10, 15, 20 années à ne parler que des lois, des textes et que les footballeurs sont en train de croupir. Donc il est important ici que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour qu'on mette le footballeur au centre des préoccupations. Le jeu d'abord. On ne peut pas faire autant d'infrastructures. Juste en 30 secondes, je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas confondre politique, football et tout, c'est des mots finalement pour nous perdre. Il y a des discours qu'on entend chez des hommes politiques et des postures qui n'ont rien d'un discours politique, mais qui ont tout d'un discours ordurier, d'une posture ordurière qu'un discours politique. On attend en tout cas la rencontre de demain entre le président de la fédération. C'est un peu comme cette notion de patriotisme. Il n'y a que certains qui ont la... De 2009, on attend bien les grandes résolutions. C'est la fin de l'émission. Non, ils ont le thermomètre. Certains ont le thermomètre.